Bonsoir à tous les rois, comment allez-vous? Premier débrief Ligue 1 de 2026, on se retrouve avec la team du dimanche soir pour parler de notre beau championnat. Il s'en est passé des choses ce week-end, pas de bonnes résolutions, notamment d'un point de vue d'arbitrage. Il y a toujours autant de polémiques, de cartons rouges, ça y va à tire-larigot. Alors évidemment, il y aura des choses à redire pour chaque cas, chaque match, mais c'est vrai qu'on aurait voulu peut-être une Ligue 1 un peu plus apaisée, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tensions à droite à gauche, donc dommage parce qu'encore une fois il s'est passé pas mal de choses dans le jeu, dans le contenu, en attendant aussi que le mercato hivernal se lance on sait qu'il y a quelques équipes comme Nantes qui ont commencé à recruter, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont y aller, et on parle pas que de joueurs parce qu'il va aussi avoir des changements de coach. On le savait avec Claude Puel qui a débarqué du côté de Nice. Désormais c'est Liam Rosseigneur qui va quitter vraisemblablement Strasbourg. Il a pris un avion pour Londres ce soir à direction de Gatwick pour aller entraîner Chelsea. Donc l'avenir du Racing Club de Strasbourg est un petit peu en suspens. On parle de Gary O'Neill, l'ancien coach de Wolverhampton. J'ai vu aussi une rumeur Will Steele. Donc on va voir pour le Racing comment ça va se passer. Et sinon, non, c'est vrai qu'on a aussi cette lutte pour le titre avec Lens, champion d'automne. Voilà, 13 victoires, je crois, en 17 journées. 7 victoires de suite, c'est vraiment un rythme qui me bluffe. Et même s'il n'y a pas le titre de champion au bout, alors j'imagine que les Lensois seraient ravis d'avoir ce titre qui serait une des plus belles surprises et un sacré accomplissement à l'échelle, on va dire, récente de la Ligue 1, un peu comme, c'est vrai que Montpellier, Monaco, Lille, ce serait plus évidemment du côté de, on va dire, Montpellier, même si Lille, tu vois aussi, c'était fantastique, et Monaco, mais en termes de vraiment surprise d'équipe qu'on n'attendait pas, surtout qu'il n'y a pas de qualification en Coupe d'Europe, donc j'adore ce qui se passe à Lens. Et on a aussi, l'Olympique de Merveille qui a frappé fort en ce début d'année avec cette défaite 2-0 à la maison contre Nantes à 9 contre 11. Un scénario comme seul l'OM peut nous offrir. Malheureusement, je pense aux supporters qui doivent être un peu dépités parce qu'on se dit, l'OM, on les laisse de côté pendant 2 semaines. On a eu cette qualification en 6e de Coupe de France et on se retrouve avec un match un peu invraisemblable qui leur a totalement échappé avec... tout ce qu'on n'aime pas, des mauvais choix tactiques de la part de De Zerbi, de cartons rouges, on peut le dire le terme, vraiment stupide, notamment sur de Vermeuren, parce que vu qu'il tacle Lopez dans la surface nantaise, c'est-à-dire que c'est un carton rouge à 95 mètres de ses buts, si je compte bien. Donc vraiment, le genre de tacle, moi je l'ai vu, ça c'est vraiment honteux, et c'est comme, comment il s'appelle, Bilal Nadir aussi, vraiment regrettable, parce qu'en vrai, je pense peut-être à 10 contre 11, l'OM aurait pu faire un coup, et même à 9 contre 11, je me suis dit, ça aurait été un scénario très FC Nantes d'encaisser un but, mais finalement, ils sont allés chercher le succès avec le premier but de Cabella sous les couleurs des Canaries. Puis on va aussi parler du Monaco-Lyon, du Lille-Rennes avec beaucoup de tension, nervosité de la part de Létang et de Genesio. Puis en fin de live, après qu'on ait fait l'équipe type, qu'on se penche sur la prochaine journée de Ligue 1, je pense qu'on fera une petite page Cannes parce que ça y est, on est à la moitié des huitièmes de finale. On a 4 équipes qualifiées avec... le Maroc qui va défier le Cameroun, et on aura un Mali-Sénégal également vendredi, et on va avoir pas mal de bons petits matchs, mais je pense que tous ici, on attend forcément ce RDC Algérie mardi 17h qui s'annonce palpitant. Donc ouais, un petit focus Cannes parce que voilà, la compétition se lance avec toujours aussi ce sentiment d'avoir de la pression pour le pays hôte, le Maroc, des équipes qui doivent confirmer un statut comme le Sénégal. Le match d'hier, le Mali-Tunisie, je pense que si vous étiez sur Twitter, et même si vous étiez juste devant, vous avez rendu compte à quel point c'était une purge, mais c'était rigolo, parce que vraiment, le match, il a tellement tourné bizarrement pour les Tunisiens, qu'ils peuvent s'en prendre quand même, parce que avec la prolongation, du coup, tu dois être en supériorité numérique durant plus de 100 minutes, si je compte bien, peut-être un peu moins, mais ne pas en profiter, et même te retrouver au tir au but, et avoir un avantage au bout d'un moment, le gâcher. Donc le Mali s'en est sorti avec notre fameux ami Tom Seinfeld, le coach belge qui a déjà une carrière invraisemblable d'entraîneur, qui a fait le Yémen, les Philippines, la Gambie, Trinité et Tobago, Malte, le Zimbabwe, le Togo, et donc le Mali qui l'a qualifié en quart de finale. Et puis aujourd'hui, moi j'ai bien aimé ce match un peu Maroc-Tanzanie, et encore une fois on sent que chaque match du Maroc c'est très pesant. On a l'impression que personne ne veut faire la moindre erreur. Ils s'en sont bien sortis. Après, il y a eu des histoires d'arbitrage, le contact de Massina à la fin. Je pense aussi que tu vois, par exemple, le contact du gardien pour la période sur El Kabi qui lui fonce dessus, ça peut se revoir. Il y a le dénommé Job, le défenseur tanzanien, qui fait un tacle vraiment de bourrin sur, comment il s'appelle, Abdé Elzazouli, qui aurait mérité, je pense, aussi
un carton rouge, mais le Maroc s'en est sorti. Le Cameroun, bah voilà, une pensée pour David Pagou, le Pagou Ball, qui continue son petit bonhomme de chemin. Le Cameroun qui est passé par une crise un peu invraisemblable d'un point de vue des résultats, pas de qualifiés à la prochaine Coupe du Monde. Et finalement, bah écoutez, ils s'en sortent avec, je vais pas dire haut la main, mais ils ont dominé leur match et ils se sont fait peur à la fin. L'entame a été peut-être un peu timide, mais sinon, le contenu, les individualités, Mbeumo, Baleba, Chamadeu, franchement, j'aime beaucoup ce qui se passe comme énergie du côté du Cameroun. Et on le dit souvent, mais les grandes équipes ne meurent jamais. À l'échelle de l'Afrique, le Cameroun est une immense sélection. Et on se rend compte que c'est un éternel recommencement et que même en partant de pas grand-chose, avec un sélectionneur qui arrive un petit peu à la dernière minute, bah, ils peuvent réussir à faire un beau parcours et ils sont en quart contre le Maroc. On sait que, je crois qu'historiquement, le Cameroun est plutôt une bête noire pour le Maroc, donc ça pourrait donner un match super intéressant vendredi prochain. Donc on parlera de la CAN en fin de live. Installez-vous confortablement, on est là ensemble pour parler d'abord de Ligue 1 et une dédicace évidemment à tous ceux qui sont dans le chat ce soir. Merci à tous pour vos messages de bonne année. Je vous redis, voilà, on a fait un pro et live où on a parlé des prédictions foot des différentes personnes que j'ai pu lire sur Twitter, mais j'en profite ici pour ceux qui suivent plutôt les lives Ligue 1. Très bonne année 2026 à vous. J'espère que ça se passera bien, la santé, le bonheur, la réussite et pas mal de belles choses pour vos clubs, même si c'est vrai qu'on va commencer à rentrer petit à petit dans le vif du sujet pour certains. Je pense qu'il y en a 2026, ils auraient préféré rester en 2025. Et évidemment beaucoup d'habituels dans le chat comme Nestia, Coco59 et Jean-Louis Leca pour le petit abonnement, le petit prime. Merci beaucoup les rois lensois, Unblazer. Il y a aussi du Hugo SSE, du Brick, du Nares, des petits nouveaux comme Ketor, comme Gwen qui profitent de cette victoire nantaise. Et t'as bien raison, Waze, Nat. Donc salut à tous ceux qui sont là pour la première fois, ça me régale. Et merci à Merab aussi pour le petit abonnement, au frérot géorgien de Lyon que je salue, avec qui j'échange souvent sur Insta et que j'aime bien lire. Donc ouais, cette journée de Ligue 1 qui a commencé, ma foi, avec ce Toulouse-Lens, un match de reprise, surtout que la veille on avait eu 4 matchs de Première Ligue, un seul avec des buts, on a eu pas mal de 0-0. Après tu vois par exemple le Sunderland City, c'était un bon 0-0. Je considère qu'il y a quand même des matchs qui peuvent se terminer sans but, qui sont tu vois, de qualité. Juste avant il y a eu le Liverpool-Leeds qui était plutôt triste. Par contre le Sunderland City avec l'intensité des Black Cats, le match de la paire Alderete, Mukele, Xhaka milieu de terrain qui est toujours aussi rayonnant, Adingra, tout ça, c'est vrai que ce Sunderland City était vraiment propre. Et puisqu'on parle de Première Ligue, vous faites bien de le dire, je l'ai partagé sur Twitter, mais le but du dénommé Harrison Reed, Pipion, le but de foot de West Ham face à Liverpool, ouais, non, ce but là est incroyable, surtout que 2 minutes avant il y a Gakpo qui met le but du 2-1, qui enlève son t-shirt. D'ailleurs bah voilà, respect à lui parce que je pense qu'à Londres ça doit être comme ici, il doit faire -2, -3, donc même s'il y a l'adrénaline du but, faut quand même pouvoir se mettre torse nu. Mais alors Harrison Reed qui je crois a la lucidité de ne pas enlever son maillot, de ne pas finir même tout nu, parce que le but est vraiment un truc de zinzin. Le mec il prend la balle aux 25 mètres, il décoche vraiment une frappe qui va lucarne opposée, qui trompe le gardien de Liverpool, qui est assez fantastique. Et 97e minute, un but comme ça, il est assez renversant. Chapeau à lui. Et on verra s'il sera en fin de saison au prix Puskás. Bon, prix Puskás, il y en aura sans doute d'autres parce que chaque année, il y a des buts de zinzin. Mais je rappelle qu'au niveau du timing et du contexte, le but est fou. Et un petit message pour Soso Chat, la modératrice, qui vous rappelle évidemment de vous abonner, qu'on est toujours dispo en podcast. On est aussi, tu vois, sur YouTube, pour ceux qui voudraient me suivre sur les différents réseaux. On est aussi sur Spotify, enfin, en version vidéo. Enfin bref, on est partout. On essaye de gérer sur tous les tableaux. On va aller voir du coup, tranquillement, cette journée de Ligue 1 avec le classement. Ce qui est quand même fou, c'est que il y a un petit écart entre le premier et le deuxième avec Lens. Ce qui est ouf, c'est que Lens fait une première partie de saison parfaite et le PSG, je pense qu'il y a des choses à redire. Bon, Lens, tu vois, il y a cette défaite à Metz, lanterne rouge, tu peux dire, bon, c'est quasi parfait à 95%, mais le PSG qu'on a beaucoup annoncé comme un peu moins resplendissant, avec beaucoup de blessés, qui devait se remettre de sa saison folle, bah, malgré tout, le PSG n'est qu'à un point, et c'est dur pour Lens parce que
j'aimerais beaucoup pour eux qu'ils soient champions parce qu'encore une fois, ce serait un titre magnifique qui symboliserait beaucoup de choses dans le mercato, dans l'identité, dans le collectif, dans le. Je vais pas dire le mot revanche parce que j'aime pas, mais certains comebacks comme celui de Pierre Sage. Mais le PSG est au contact et à un point. Après, bon, bah, t'as un lance PSG, t'as le PSG qui se déplacera à Bollard, donc peut-être que ce match sera décisif. Mais malgré tout, Lens tient ce rythme. Et encore une fois, même si t'as pas le titre au bout, t'auras sans doute cette qualif en LDC qui fera du bien. Mais ce qui est encore plus intéressant, au-delà de ce mano à mano en haut, c'est la lutte pour la Ligue des Champions, avec mine de rien Lyon et Rennes qui reviennent dans la bataille, parce que Marseille et Lille ont gâché des opportunités. Il y a des histoires d'arbitrage bien sûr, mais il y a aussi des défaites à domicile. Et du coup, il y avait un match direct entre Lille et Rennes, et c'est les Bretons qui en profitent, et l'OL qui s'en sort à Monaco. Et tu vois, enfin, j'ai pas envie de dire sans faire de bruit, mais c'est vrai que Rennes, on sait qu'il y a une vraie belle série. Il y a eu un déclic avec la fameuse victoire 4-1 contre Strasbourg. T'as aussi Abibek qui est resté, qui a pu enfin voilà, avoir un peu plus de stabilité. Et tu vois, ce Rennes qui était malade, qui revient à 2 points de Marseille et Lille, c'est quand même assez conséquent. Et t'as aussi l'OL avec son absence d'attaquant phare, bah finalement t'as Pavel Chouk qui se révèle, qui est d'une efficacité brutale. Je crois que Pavel Chouk il est impliqué sur 40% des buts de l'OL, donc c'est quand même pas mal pour une recrue. Là t'as Hendrik qui n'était pas qualifié contre Monaco qui arrive, donc ça va être quand même un beau renfort. Et l'OL pareil qui... je les vois encore peut-être un peu trop limités, mais ils seront à la lutte. Et franchement, rien déjà que d'être dans le top 5, c'est beau. Mais en plus, si l'OL a une chance d'accrocher avec des champions, quand tu sais d'où ils reviennent, ce serait assez fou, quoi. Vraiment, ça va être dingue. Si tu veux, je décale le chat, ouais. C'est vrai que je l'avais décalé là pour comment ça s'appelle les prédictions Minia. Donc nous en faites pas, je vous lis. Et enfin les prédictions voilà 2026. Donc évidemment, le chat sera mieux ici. Et en bas, bah Auxerre et Metz, voilà, Metz, c'est surtout Auxerre qui perd, hein, parce que Nantes a gratté des points, le PFC aussi qui mine de rien 15e et qui est pas du tout à l'abri, qui on sait va sans doute recruter. T'as Nice qui prend un point, qui arrête l'hémorragie mais qui reste dans cette zone dangereuse. T'as Brest, tu vois, qui s'offre un peu plus de matelas. Par exemple, Brest, tu vois, on n'en parle pas, mais ils sont qu'à un point de Monaco. Alors après, on sait que la saison de Monaco en Ligue 1, elle est un peu catastrophique, mais Brest, qui a longtemps été dans cette zone un peu dangereuse. D'ailleurs, le match de Brest, on en reparlera parce qu'au niveau du jeu, et même je sais pas si vous avez regardé ce multiplex de 17h15 parce que en même temps, t'avais le match du Maroc, juste après, t'avais le City-Chelsea, mais la qualité, et t'avais aussi, je crois, le Real Betis, mais tu te rends compte quand même que la Ligue 1 cette saison, il y a un vrai fond de jeu, et je pense que pour voir le niveau du championnat, le multiplex de 17h15, c'est le plus révélateur, parce que tu vois des choses concrètement en termes de contenu, d'individualité, d'audace, de performance. Et le but brestois qui amène à l'ouverture du score avec l'espèce de petite magère d'Ajorc, il est tellement bien construit avec la passe de Koulibaly qui casse des lignes, Chotard, belle projection, qui sert la Bolascari, le petit crochet qui élimine 2 joueurs. D'ailleurs, on parle beaucoup de Hervé Kofi qui est prêté par Lens à Angers, mais la Bolascari aussi est prêté par Lens à Brest, et lui curieux de voir son développement parce que j'ai toujours bien aimé ce joueur, même s'il y a eu cette blessure au croisé, j'ai l'impression qu'il revient bien, et sincèrement chapeau à lui. Et ouais, tu vois, même le Havre-Angers, j'ai l'impression qu'il était agréable, Lorient-Metz, s'est passé beaucoup de choses, donc la Ligue 1 cette saison, je sais pas si vous en souvenez, en début de saison, j'avais dit, je trouvais qu'il y avait une bonne vibe. Oh, tu vois, la rentrée, c'est l'été, il fait encore beau, il fait chaud. T'as évidemment aussi du mercato, t'as de la nouveauté. Mais j'attendais de voir finalement quand il allait faire un peu plus froid, ce qui est le cas là, que la saison allait rentrer, tu vois, un peu plus dans l'automne, dans l'hiver. On sait que les pelouses peuvent être un peu plus compliquées. Et non, je trouve que même s'il y a certains matchs où tu te régales jamais trop, mais à chaque fois le multiplex de 6h15 je picore, et je trouve qu'il y a vraiment des satisfactions à retenir, et la Ligue 1 a un très bon niveau cette saison, je trouve. En termes, après c'est toujours compliqué d'employer ce mot d'homogénéité parce que voilà, t'as Lens et le PSG qui se distinguent, t'as cette course à l'Europe entre Marseille, Lille, Lyon et Rennes, et après mine de rien, tu vois, de Strasbourg à Nice, t'as que 6 points, ce qui est pas énorme, donc t'as un giga ventre mou, ça va peut-être être la lutte maximale pour la Pipion League, mais je me répète, mais je trouve que la Ligue 1, même dans ces rencontres-là, elle est très très sympa à voir, à observer. Bon, peut-être que la deuxième période de ce match, on s'en souviendra pas très très longtemps de ce PSG-PFC, après voilà, le retour des vestiaires où ça s'est un peu emballé avec le penalty de Jebels et le deuxième but de Dembélé.
Deuxième but du PSG marqué par Dembélé. C'est vrai que le Paris FC qui avait fait le plus dur dans ce match, on avait bien senti que le plan de jeu, je ne vais pas dire que c'était de repartir du parc avec un point. Ce qui tombe bien, c'est que le déplacement n'était pas très très long. À mon avis, ça va être le derby ou l'affrontement, peut-être un des trucs les plus courts parce que Jean Bouin, Parc des Princes, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas bien la géographie parisienne, c'est que tu traverses littéralement une rue. C'est-à-dire que le stade Jean Bouin, qui est celui du stade français, où le PFC s'est installé cette année, tu traverses et tu es au parc. Donc je pense que c'est un truc inédit, parce que souvent quand j'étais petit, on parlait beaucoup du derby de la Mersey, de Goodison Park d'Anfield, où je crois que tu avais 400, 500 mètres. Donc déjà, tu voyais les deux stades en photo. Mais là, en termes de déplacement, c'est vrai, c'est le plus court. Donc ils étaient venus pour prendre ce point. Ça n'a pas suffi. C'est presque dommage parce que le PSG était supérieur, il n'y a pas photo. Mais voilà, tu sais que c'est un Paris FC où il y avait beaucoup d'absents, avec les joueurs partis à la CAN, le principal, Ilan Kebal, tu avais aussi Moses Simon, tu avais également Crasso, Amari Traoré, tu avais beaucoup de monde qui manquait à l'appel, et bon, bah, tu fais un peu avec les joueurs du moment. T'as Ikoné qui a bien performé en Coupe de France, qui est sur sa lancée. T'as Jebus qui a pour l'instant pas trop rentabilisé les 10 millions investis cet été. T'as Maxime Lopez et Adama Camara qui sont des satisfactions. Sinon, t'as beaucoup de joueurs qui sont en dedans. Et par exemple, tu vois, c'est dur, mais de voir relancer Coach et Jack, qui pour moi n'a vraiment plus le niveau Ligue 1, c'est un petit peu les restes de Ligue 2 où le Paris FC doit réussir à trancher, et s'ils veulent avancer dans leur projet, on sait qu'eux ils sont vraiment engagés sur un truc à long terme et que petit à petit ils vont on va dire faire le tri. Mais là pour moi dès cet hiver, tu vois, un coach Jack, si t'es lucide, il peut pas continuer. Après j'imagine qu'il doit avoir un rôle de leader dans le vestiaire et tout, donc ça reste important, mais sur le terrain c'est pas vraiment ça. Donc curieux de voir comment le Paris FC va aborder ce mercato hivernal, parce que on l'a vu, ils sont 15e, ils ont 3-4 points d'avance sur cette zone rouge. On les attendait pas là. Moi je pensais que c'était une saison ventre mou, et finalement le ventre mou, ils sont plutôt en bas du bide, et ça sent pas très bon pour eux. Donc on se doute qu'ils vont investir en cours de match. Domergue il a parlé de Kalimundo, mais Kalimundo va aller à Eintracht Francfort. On a beaucoup parlé aussi de Stassin, mais je crois qu'il y a Hugo SSE qui est dans le chat qui nous le dira, mais notre ami Stassin, j'ai l'impression que ça se passe pas trop bien en ce moment, sa période à Saint-Étienne, qu'il a pas mal perdu de confiance. T'as Ablin qui est peut-être la piste qui pourrait revenir, mais pour le coup tu pourrais refaire, je vais pas dire renforcer un concurrent de la part de Nantes, mais c'est quasiment ça, parce que les deux ils sont pas loin, et surtout il y aurait un prix qui serait assez fou. Donc hâte de voir sur quel type de joueur va aller le PFC. Pour moi, je pense que l'idée de colonne vertébrale Ligue 1 n'était pas inintéressante. Ce qui est dommage, c'est que voilà, il y a des joueurs qui sont partis à la canne, il y en a d'autres qui sont blessés comme Lesmelou, mais continuer à prendre un taulier par ligne, je pense que ça peut le faire. D'ailleurs, c'est pas hasard s'il y a eu cette rumeur Sergio Ramos, 40 piges pour revenir en Ligue 1 à Paris, mais dans l'autre club, pour essayer de trouver un peu plus de stature, parce que finalement le patron défense que tu voulais c'est Otavio, et Otavio ça reste largement insuffisant, encore plus quand tu vois le prix 17 millions pour un promu. Donc à mon avis ils vont continuer à investir, ils vont aller sur 3-4 joueurs cet hiver, ils ont les moyens de dépenser. Curieux de voir comment Klopp, qui était présent au stade, comment Rai, le fils Arnaud, voit cette période. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de ces déclarations fortes, il n'y a pas de truc en mode on va tout droit vers la Ligue 2. Ils ne sont pas alarmistes. Est-ce que c'est un signe, tu vois, de confiance dans le projet? Mais en même temps, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudra pas aussi un petit peu s'activer? Parce que le PFC n'a pas gagné depuis début novembre. C'était le fameux match à Monaco où ça a été assez intéressant, parce que moi, le PFC, cette année, je les analyse comme une équipe qui peut produire des choses dans le jeu. Bon, le match de ce soir ne reflète pas tout, mais c'est aussi une équipe qui a manqué un petit peu d'efficacité dans les deux surfaces. Mais par contre, il y a un fond, tu vois. C'est une équipe qui peut réussir à construire des actions. Il y a quand même un fil conducteur. Ils ont manqué juste un petit peu de temps fort, de temps faible, de gestion. Après, c'est normal, ils reviennent en Ligue 1, quand bien même c'est un promu à part. Il y en a aussi qui redécouvrent ce niveau, il y en a qui le découvrent aussi un championnat. On dit c'est relevé, c'est pas hasard si ce PFC-là, qui est ambitieux, se retrouve qu'un 15e, parce qu'il y a pas mal de concurrence dans ce championnat. Mais ouais, il va falloir peut-être passer à la vitesse supérieure et s'alarmer un petit peu plus. Du coup, tu auras des retrouvailles en Coupe de France, youpi, dès lundi prochain, parce qu'entre temps, c'est vrai qu'il y a le trophée champion. Tu vas à Nantes, on parlait de match couperé. C'est vrai que tu as cette réception de l'OM, mais tu affrontes pas mal d'équipes, même si Angers est un peu mieux. Tu fais Nantes, Angers, Auxerre, des équipes vraiment de ton championnat actuel. Donc, faut prendre 2 victoires au moins pour avoir ce match-là avant d'enchaîner. Tu vois, des trucs un peu relous, parce que Lens, Toulouse, Nice,
OL, Strasbourg, tout ça. C'est vrai que tu as peut-être un moment en fin de saison où ça va je vais pas dire se calmer, mais Le Havre, Lorient, Metz, pourquoi pas. Mais ouais, ça va pas être une saison avec beaucoup, beaucoup de points pour le Paris FC, donc attention, ils sont pas du tout à l'abri. Nos Parisiens. Et bah, de l'autre côté de la rue, on passe à l'équipe du Parc. J'ai bien aimé ce match du PSG, je trouve qu'il y avait beaucoup de mouvements. Tout n'a pas été parfait en termes d'efficacité. Tu avais voilà, ce bloc bas qui a quand même résisté longtemps. Tu as Kevin Trapp qui a repoussé pas mal de tentatives. Tu as manqué un peu de précision. Voilà, 17 tirs, 6 cadrés. Mais je trouve qu'il y a des retours. Après, j'invente pas le football en disant ça, je pense que c'est un Captain Obvious évident, mais Désiré Doué, Ousmane Dembélé, dans l'activité, dans la mobilité, dans le talent aussi, ça t'apporte vraiment un gain de fou. Et pour moi, je pense que cette équipe parisienne a besoin de ça pour retrouver encore plus d'allant. Après, tu vois, ils sortent quand même d'une période où en Ligue des Champions, ils sont revenus au contact pour être, pourquoi pas, top 2, même si c'est vrai qu'il y a le match nul à Bilbao qui peut peut-être gâcher ça. T'as pris ton trophée, la Coupe Intercontinentale, tu t'es qualifié en Coupe de France, tu récupères petit à petit ces joueurs, mais Dembélé, c'est vrai que c'est fou de ne pas l'avoir vu beaucoup cette saison, mais tu sens quand même la différence. Je vais pas dire l'aura de Ballon d'Or, parce que tu vois par exemple le match contre Flamengo, il a manqué beaucoup de choses, mais encore une fois, en termes de points d'ancrage devant et de joueurs qui emmènent tout le monde avec lui, je revois sur ce type de match parfois le fameux Dembélé qui a emmené ce PSG tout droit vers le titre en LDC, avec d'autres joueurs qui, encore une fois, sont très bons. Tu vois, j'ai bien aimé le match de Zaïre Emery qui a été très disponible, Maïlou qui a essayé des choses, qui n'a pas été en réussite, mais tu sens que lui va être encore un peu plus un joueur important du PSG. Et tu vois, c'est pas un hasard si par exemple il était titulaire devant un Barcola. Doué, le but, je le trouve vraiment hyper satisfaisant parce que il a vraiment cette facilité dans les petits espaces, les petits périmètres, à l'image alors pas du penalty du coup, mais du coup franc, et franchement ça joue à quelques millimètres que ça tombe pas dans la surface. Et Désiré Doué, ouais, pareil, hein, c'est un talent qui est monstrueux, et malheureusement, dans ce sport où tout va très vite, où on enchaîne les matchs, et des fois, j'ai pas envie de dire que les absents ont tort, mais les blessés ont tort, parce que c'est fou, parce qu'il y a des joueurs qui sont absents 2-3 mois, et c'est pas de leur faute, c'est juste que c'est malheureusement un pépin physique, et des fois, on les met de côté, comme si on les oubliait, et c'est le genre de match, même si ça va être que le Paris FC, on rappelle à quel point c'est des joueurs avec un talent fou, et qui permettent à ce PSG d'avoir un peu plus de stature et de rester surtout au contact de Lens, parce que si on parle de manière concrète, alors voilà, il reste 17 journées, Lens est champion d'automne, chapeau à eux, mais pour le coup, tu as aussi cette idée d'avoir un PSG qui est au contact et qui va peut-être pouvoir aller chercher un nouveau titre. À Zabarni, oui, alors Zabarni, le penalty qu'il concède, bon, on va commencer à ouvrir doucement le dossier arbitrage. J'ai vu le contact, et c'est le genre de truc à vitesse réelle. Je peux pas dire que je suis sûr qu'il y a penalty, mais je trouve que ça peut se siffler. Mais en fait, en revoyant, et c'est même pas que des ralentis, c'est aussi en voyant d'autres angles de la vitesse réelle, pour moi, il n'y a pas grand-chose, et que le penalty est quand même assez généreux. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand chose sur ce coup-là. Donc Zabarni, malheureusement, il va être sanctionné. Et épaule contre épaule, ouais, c'est un genre de contact pour moi. Enfin, s'il peut en avoir, des épaules contre épaules, ça peut arriver. Il faudrait peut-être voir un mouvement près des jambes, mais je suis même pas sûr de ça. Donc c'est vrai que dans ce genre de match pour le PSG 2025-2026, t'as toujours ton attention qu'il faut localiser sur Chevalier. Bon, là, qui prend un penalty, qui n'a pas eu non plus beaucoup de taf, je trouve, à faire ce soir, qui a été vigilant jusqu'au bout, on peut le noter, avec les tentatives de loin, notamment de Mathieu Cafaro. T'as Zabarni, il y a ça. Sinon, c'est vrai qu'il a toujours, Zabarni, ce côté un peu lent, alors que, en termes de vitesse, c'est un joueur qui a quand même certaines caractéristiques. Donc, ce côté faux lent, je sais pas s'il pourra l'enlever, quoi. Ah, c'est au niveau des jambes. Je t'avoue que même en ayant vu 4-5 images, j'ai pas réussi à avoir ce contact au niveau des jambes. Mais ok, bon, si c'est après, même là, il y a peut-être contact, mais j'ai trouvé ça quand même assez léger. Donc, ouais, le PSG qui se remet bien, qui enchaîne. Ça parle pas de mercato hivernal côté PSG. J'ai toujours ce sentiment que ça peut aller chercher quand même un ou deux joueurs de profondeur de plus, parce que, encore une fois, le 11, il tient la route. Tu rajoutes Marquinhos qui est rentré en jeu, tu as le retour d'Hakimi qui a été titulaire en 8e avec le Maroc. Tu as également Gvara qui va retrouver sa place, mais sinon, tu vois, Gvara, c'est ça qui est resté au repos. Mais sinon, ouais, j'ai l'impression que Luis Enrique, Campos, ils sont assez satisfaits de ce groupe où ça tourne
De toute façon, c'est ce qu'il avait dit dans sa fameuse conférence Campos. Lui, il veut pas un groupe hyper élargi, il veut vraiment ce groupe de 15-16 joueurs très forts avec des remplaçants qui sont capables d'occuper plusieurs postes. Un peu à l'image de Zahir Emery, de Mayolu. Un petit mot aussi sur le petit Noah Nsoki qui est rentré en cours de match. On avait découvert Boli contre l'équipe de Fontenay-Vendée en Coupe de France. Malheureusement, il s'était blessé. Et ouais, c'est bien parce que en vrai, il a toujours cette main tendue vers la formation. Plutôt que des fois de recruter des joueurs, on va aller les prendre dans notre centre de formation. À l'image, évidemment, comme le rappelle Nares, d'Ibrahim Mbaye, quoi. Donc ça, c'est vraiment une belle chose. Et oui, quelqu'un l'a dit, les rentrées de Ramos et Barcola. Attention à ça, c'est pas forcément les entrées les plus impactantes, surtout que Gonzalo Ramos a toujours cette étiquette de super sub. Là, c'était pas dingue. Alors, est-ce que c'est le petit frère de Stanley? Tu sais que je me le suis demandé. Normalement, je crois que Transfermarkt a des fois la réponse à ça. Et le cousin de Stanley Nsoki, qui est du coup du côté de l'Union de Berlin. Je le découvre, Stanley Nsoki, qui a joué notamment à Nice, qui a joué aussi à Hoffenheim de mémoire, à Bruges, et qui est aujourd'hui à l'Union de Berlin. Donc le petit Nsoki, voilà, un joueur qu'on va apprendre à découvrir dans ce PSG-là. On va remonter le temps, les amis, et on va passer au TFC Lens, cette victoire du leader, avec bien sûr un carton rouge qui a conditionné beaucoup de choses. Le Toulouse qui se retrouve à 10 pendant plus d'une heure de jeu. Alors, ce rouge-là, il a été beaucoup débattu. En vrai, il y a toujours le truc cause et conséquence. Est-ce qu'on juge le tacle pour ce qu'il est ou pour ce qu'il y a derrière? T'as quand même Hudson-Edouard qui sort blessé un quart d'heure après. C'est avec ce contact que son genou, j'ai l'impression, il se bloque dans la pelouse. Et du coup, ça peut occasionner ce type de blessure. Après, moi, j'ai appris, je vais pas dire que j'ai appris le foot, mais on m'a souvent dit quand j'étais plus jeune que les tacles virulents mal maîtrisés, même s'il n'y a pas de blessure, voilà. Emerson, je trouve qu'il arrive sans maîtriser son truc et que c'est quand même très dangereux. Donc, c'est un genre de tacle qui est pour moi, comme peut-être Alexandro et Mbolo, ça peut être sujet à, comment ça s'appelle, à interprétation de la part de l'arbitre. Je pense que l'arbitre a considéré que c'était pas maîtrisé, qu'il avait rien à faire là et que ça peut siffler. Et à partir de là, si on est un peu plus pédagogue, si on nous apprend ça, je pense que ça peut l'entendre. Pour moi, je peux dire, il n'y a jamais rouge, ça ressemble au rouge d'Amner dans la manque de maîtrise, c'est ça en fait. C'est que il n'y a pas non plus une conséquence folle sur l'immédiat, mais le tacle, c'est vraiment un tacle d'attaquant qui va hyper volontairement, qui cisaille le mec, et c'est chaud quoi. C'est vrai que comme le dit El Fuego, ça rappelle le tacle de Zlatan sur Oscar, où les deux se rentrent dedans, et c'est peut-être le premier qui fait l'impact, qui est malheureusement sanctionné, et c'est dommage, parce qu'au-delà de cette question du carton rouge, je trouvais que Toulouse avait des intentions, n'a pas été entre guillemets maladroit, n'a pas été timide malgré ce fait de jeu, et je trouve qu'ils ont proposé quelque chose. Après au bout d'un moment ça s'est ouvert, t'as Guillaume Reyes qui a repoussé l'échéance, t'as une équipe qui en face est pleine de confiance, tu leur donnes cette opportunité d'être en supériorité numérique, évidemment qu'ils vont réussir à maîtriser ça. Donc dommage pour Toulouse, mais ils sont quand même sur une belle dynamique, les Toulousains, faut pas l'oublier, le mettre de côté, tu vois, ils restaient sur 2 victoires de suite, un nul également, ils nous ont montré pas mal de choses, le nul c'était au Vélodrome, donc cette défaite qui est quand même, voilà, c'est à domicile, c'est le premier match de l'année, il est difficile à entendre, mais faut pas non plus que le château de cartes s'écroule, parce que je trouve que c'est une équipe qui propose beaucoup de bonnes choses depuis une certaine période, et pas que depuis qu'ils gagnent, hein. Souvent vous connaissez la rengaine ici, on a souvent dit que c'était une équipe pas mal du tout, intéressante, qui proposait, qui était convaincante, il leur manquait juste peut-être un 9 référent, un peu plus d'efficacité, de banc, un mélange de tout ça, et malheureusement c'est vrai que sur ce match-là, une fois que tu es en infériorité numérique, Lens en a profité, et un Lens qui a fait pas mal de matchs comme d'habitude, n'a peut-être pas été le plus resplendissant, mais qu'est-ce qu'ils sont efficaces, qu'est-ce que c'est bien huilé, tout le monde sait quel rôle il a sur le terrain, ça se complète bien, et là où tu te rends compte qu'il y a une vraie force, c'est qu'on a souvent identifié un 11 lensois assez fort, avec Risser, Gradit, Beidou, Malanxar,
Udol, Thomasson, Sangaré, Aguilar, Thauvin, Saïd, Edouard, et avec soit la canne, soit les gros blessés comme Gradit, tu peux faire rentrer des joueurs qui vont avoir leur mot à dire sur cette suite de championnat. Et par exemple, Gagnou, tu vois, qui est un des invités surprises de cette saison, qui va peut-être avoir une seconde partie de championnat assez incroyable, qui est bien parti d'ailleurs pour être une des révélations de la saison. Abdulhamid, qu'on n'a pas trop vu, mais qui a un très bon pied droit, qui est un très bon centreur, qui est prêté par la Roma. T'as Bulatovic, qui est le troisième milieu, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, parce que Thomasson et Sangaré sont tellement forts, c'était pas évident pour lui, mais pour le coup t'as quand même cette équipe où ça tourne très très bien. Et Bulatovic, franchement, les matchs qu'il est en train de faire à son âge, parce que Bulatovic, je sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'un milieu de terrain de 19 ans en Ligue 1 chez le leader, c'est assez fou quoi. C'est franchement bluffant. Et cette équipe lensoise, elle m'inspire beaucoup de choses, parce que ouais, quand je te dis Pierre Sage peut réussir à incorporer ces petits joueurs. Et comme tu le dis, Coco, tu fais bien, il y a Aïdara qui va arriver en provenance de Leipzig, lui qui a pas beaucoup joué, donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour eux. Le focus que je voulais avoir, c'est Thomasson, parce que Thomasson, on a beaucoup parlé de certains joueurs, on va dire de l'effectif lensois cette saison, entre le retour de Thauvin, Saïd le super sub, l'efficacité d'Edouard. On a Baïdou derrière qui est incroyable, il y a Sangaré au milieu de terrain, c'est fou. Mais Thomasson, c'est vrai que, tu vois, quand j'ai fait mon équipe type de Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs de Lens, je me suis dit, bon, je les mets pas parce que peut-être que je vais aller chercher un Parisien, peut-être qu'il y en a un autre et tout. Mais en fait, ça fait partie des joueurs qui auraient pu, tout à fait, être dans l'équipe type de la première partie de saison, parce qu'il a atteint un niveau qui est dingue. Il y a cette qualité sur coup de pied arrêté. C'est un joueur, on le sait, qui a été formé plutôt soit ailier, soit milieu offensif, qui a très bien reculé au milieu de terrain. Ça se complète bien avec Sangaré. Mais j'aime bien aussi que ça soit un petit peu en synergie avec un Bulatovic. Et Thomasson, chapeau, parce que déjà, l'an dernier, sous Will Steele, c'était un des meilleurs Lensois. Là, il est resté parce que ça reste un cadre de Ligue 1. C'est un joueur qui a 250, 300 matchs en championnat, en pro. Et ouais, c'est vrai que je pensais sincèrement jamais qu'il allait atteindre ce niveau. Il avait un niveau qui était fou à Strasbourg, mais encore une fois dans ce rôle plus avancé. Et avoir ce même niveau à un autre poste, c'est une marque de fabrique. Voilà, Adrien Thomasson, le Antoine Griezmann de la Ligue des Talents, le joueur qui se réinvente à plusieurs postes et qui sait être bon un petit peu partout. Donc chapeau à lui, parce que son match, il m'a encore une fois bluffé, et son but vient récompenser cette très très bonne période depuis un moment. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs sur Lens, t'as envie de faire des éloges parce qu'ils sont forts. Ouais, non, tu peux le mettre piston, il ferait le taf. Tu peux le mettre dans les trois devant, je pense qu'il serait là aussi. Défenseur central, peut-être que ce serait pas trop l'idée idéale, mais non, franchement, il est très très fort cette saison. Et même Saïd, tu vois, Saïd qu'on a souvent vu, je pense ici, comme un très bon super sub de Ligue 1, comme le 12e, 13e joueur idéal à faire rentrer, tu vois, à 60e. Saïd, cette saison, mine de rien, c'est déjà 7 buts. Il y a Edouard qui en a mis pas mal, il y a Thauvin aussi, mais notre ami Wesley Saïd, de plus en plus, on est sur un joueur qui réussit à capitaliser sur ce beau temps de jeu, sur cette continuité. Surtout, Saïd, je vous le dis souvent parce que c'est important de rappeler d'où viennent les joueurs. Et Saïd, je vais pas dire que quand il était en jeune au Stade Rennais, il avait la même réputation peut-être qu'un Kamavinga, qu'un Désiré Doué, qu'un Matistel, en mode c'était un grand crack, mais c'était un crack. C'était un joueur qui avait une excellente réputation, qui était amené à faire carrière en Ligue 1. Et finalement, je vais pas dire que c'est un juste retour des choses, ou même Dembélé. C'est vrai que la formation rennaise, j'ai cité juste 2-3 joueurs, j'ai oublié un ballon d'or, comme quoi pour vous dire. Mais Saïd, il a fait quand même partie d'une belle génération rennaise. Il devait atteindre ce niveau-là. Il s'est passé des choses, des allers-retours, Dijon, Toulouse, et à Lens. Finalement, il a trouvé l'équilibre idéal, et revenir à le voir comme ça. En plus, le but, vraiment, il a cette finition. Il enroule très très bien ses ballons. Je trouve, notre ami Wesley. Et non, c'est fou, mais ce lance-là, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Il y a la réception d'Auxerre, équipe malade, donc attention, parce que Lens contre les équipes à leur portée, encore plus cette saison, vu leur forme, on peut penser que c'est une formalité, mais cette défaite à Metz, t'as été, je ne vais pas dire bousculé, mais Angers, Lorient, ça n'a pas été des matchs évidents malgré les victoires au bout. Donc curieux de voir comment ils vont aborder même Le Havre en tout début de saison. Auxerre, il faudra s'en méfier, mais surtout derrière, dans 2 semaines, il y a un déplacement en Vélodrome. Et là, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que le match aller avait déjà été savoureux, et là pour le coup ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. L'aller contre Auxerre, on a galéré, c'est vrai, tu as raison de le dire Max. L'aller avec le but de Sima dernière minute, c'était pas simple, donc on va voir ce qui se passe quoi.
pour cette équipe. Et ouais, comme le dit Ramsès pour conclure sur Lens, 8 points sur le troisième, après 17 journées, 13 victoires en 17 matchs, 7 victoires de suite, 8 victoires, je sais plus. Enfin, respect pour cette première partie de saison qui restera, quoi qu'il arrive, dans nos mémoires. Et ce Racing-là continue d'être une équipe attachante avec beaucoup de joueurs de collectif au global où tu as envie de t'arrêter et de les saluer. Et j'ai vu ton message, Rémi Tchot. T'en penses quoi de Cresswell ? Cresswell, moi, je le trouve toujours aussi costaud. Il est dans mon équipe type de la première partie de saison, avec ma défense à 3, où j'avais mis Sarr et Niakate. Et encore une fois, tu vois, je peux mettre aussi Baidou, parce qu'il a été très très bon après un démarrage un tout petit peu timide. Mais Cresswell, je me demande comment il va aborder la suite de sa carrière, parce que au bout d'un moment on posera la question d'un transfert. Toulouse aimerait le garder, mais si Toulouse est malin, il négocie très très bien un transfert en PL. Malheureusement, en termes peut-être de niveau, ça faisait longtemps que je pense que Toulouse n'avait pas eu un joueur comme ça, parce que Cresswell, c'est quand même assez saisissant, la domination du bonhomme, donc à voir pour ça. Et oui, aussi il y a eu l'histoire de chambrage avec Thomasson, avec Thauvin. Alors j'ai vu certaines personnes dire: oh là là, Thauvin, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, peut-être que la réaction est démesurée, mais Cresswell, pour avoir vu et revu certaines images, il a chauffé pas mal les Lensois, ça s'est répandu. Les amis, enfin, on est tous un peu, je vais pas dire des fans de trash talking, peut-être il y en a qui aiment pas, hein, qui préfèrent rester sur un truc un peu de fair play, d'esprit coubertin, de rester sur le sport. Mais je trouve que ça fait partie de l'esprit du foot, ça donne du piment à Ligue 1, ça nous donne des histoires, c'est comme Emega et Balerdi. J'ai envie de revoir ça, et pour le coup c'était peut-être un peu virulent après le but lensois. J'ai vu des insultes, des trucs qui étaient assez véhémentes, et ce qui est très drôle, c'est que je crois que c'est l'ami Marwan, il y a un mec, un suiveur de foot, qui a parlé disant: oh là là, Thauvin c'est scandaleux, c'est pas possible, il a pas le droit de faire ça. Et genre tu fais des recherches sur ses tweets, il y avait des trucs genre: oh là là, le chambrage d'Andy Delors qui mange un crocodile Haribo, c'est génial et tout. Bah voilà, non. Si on accepte le trash talking, faut l'accepter dans toutes ses formes, même si des fois on peut considérer que ça peut être un peu limite, mais il y a rien de méchant, ça reste sur le terrain. C'est voilà, la Ligue 1 a besoin de ça aussi, faut pas non plus trop rêver d'un football aseptisé. On continue avec un autre match qui a fait pas mal parler en termes d'arbitrage. Alors là, pour le coup, il y a pas mal de situations à aborder. Je ne vais peut-être pas toutes les faire parce que je pense que vous les connaissez. Celle qui est la plus évidente, c'est malheureusement Mamadou Koulibaly, qui est un des bons joueurs de Monaco cette saison, qui a montré des choses. Mais malheureusement, Mamadou Koulibaly a oublié peut-être que Tagliafico avait un centre de gravité assez bas, qu'il ne culminait pas à 2 mètres, et qu'il est arrivé lancé avec un geste peut-être interdit au MMA. Ouais, peut-être qu'il passera au tribunal demain. Mais pour le coup, le geste, il est fou, parce qu'en plus, tu le vois arriver, vraiment, il fait cette au ralenti, c'est fou. Et après j'ai vu des gens dire: oh là là, Tagliafico il mérite. Oui, Tagliafico, c'est peut-être un joueur que vous aimez pas parce que c'est le type de mec, tu préfères l'avoir avec que contre toi parce qu'il est agaçant, tout ce que tu veux. C'est même, tu vois, un petit peu comme Tolisso, mais là pour le coup il y a même pas à débattre, quoi. Enfin, que ce soit Tagliafico ou un autre, la faute elle est d'une violence folle, quoi. J'ai rarement vu une faute d'une telle violence. Il prend combien à ton avis fin de saison limite pour moi? Je pense pas qu'il va prendre perpète à l'échelle du foot. Je pense qu'il y aura entre 4 et minimum 4 matchs, je pense, parce qu'il n'y a pas non plus de blessure grave avérée, je crois, pour Tagliafico, qui s'en est remis. Donc, j'ai pas l'échelle en tête, mais à mon avis, ce sera, ouais, comme dit Coco, 4-5 matchs. À mon avis, tu peux partir sur ça, quoi. Tagliafico ne sort même pas, ouais. Ça peut être un argument dans ce sens. 4, c'est gentil. Malheureusement, c'est le barème, tu vois. Il faudra un truc où vraiment, tu vois, le joueur soit blessé, ou des fois, tu as eu des trucs, quand j'étais plus jeune, Mangane sur la cour, là, c'était vraiment 6 mois, parce qu'il avait détruit, quoi. Pareil pour Nonda et José-Pierre Fanfan, ouais. Pierre Fanfan, ça, c'était violent quand j'étais jeune. Par contre, Tagliafico, plus la faute est grave, moins il reste au sol. C'est vrai que c'est assez drôle dans ce sens de voir Tagliafico qui se relève, alors que d'habitude il y a des micro-fautes où ça, je ne vais pas dire que ça ne le dérange pas d'en rajouter des caisses, mais c'est vrai qu'il a joué de ça. Sinon, en termes de contenu, j'attendais de voir ce Monaco post-match au Vélodrome, qui a été une des propositions footballistiques les plus intéressantes de la saison de l'ASM, mais malheureusement ils seront tombés dans leur travers. En fait, ce match il symbolise
toute la saison monégasque. Et bon, pourtant, tu as des matchs qui se ressemblent beaucoup, hein, à savoir une cascade de blessures. Radetchi et Mawissa qui sortent, je sais quoi, au bout de 10-15 minutes de mémoire. Déjà, tu as 2 changements comme ça, coup sur coup. Tu as ensuite un contenu qui est pas dégueu, première période qui est bonne, mais tu concrétises pas certaines occasions. Défensivement, tu restes fragile parce que l'un des plus gros problèmes de l'ASM cette saison, c'est quand même cette assise défensive. Après, bah oui, tu as beaucoup de blessés, donc pas évident de réussir peut-être à avoir de la continuité dans ta ligne de 4 derrière. Mais tu vois, pourtant Pocoeli est un jeune coach, mais il n'est pas pour autant dogmatique, il s'est adapté, il a commencé avec une défense à 3, là il est revenu à une défense à 4, et ça n'a pas été évident pour lui de trouver des hommes forts derrière, même si Salissou, tu vois, il a un petit peu enchaîné, mais l'OSM se fait plomber par ça. Puis bon, t'as de l'arbitrage, parce que t'as des trucs qui sont avérés, le carton rouge de Koulibaly, t'as des trucs qui peuvent être encore une fois, sujet à interprétation, mais la faute de Tolisso, la faute sur Tolisso, sur le corner, je crois que c'est Kerr qui met la tête. Il a joué l'expérience, c'est le genre de choses qui peut ne pas siffler, et tu vois, ça peut peut-être changer le cours du match. Donc, t'as ce sentiment, tu vois, qui t'habite, où t'es là un peu, ce match, tu dois être à bout quand t'es supporter monégasque, quoi. Parce que vraiment, ça fait basculer ce cours-là, et j'ai hâte de voir comment ils vont se relever, parce que même si je le dis, hein, j'ai bien aimé le match à l'OM, mais c'est 0 points. Hier samedi, c'est aussi 0 points. C'est une série qui ne cesse d'être négative. Je crois que c'est 6 défaites sur les derniers matchs de Ligue 1. En Ligue des Champions, ça va, parce que t'as battu Galatasaray. Tu peux te dire que c'est bien. Non, mais c'est sûr que Kerrer doit prendre un deuxième jaune en première mi-temps. Ça peut changer ces trucs d'interprétation, mais je te dis juste que c'est un but qui peut aussi changer certaines choses, parce que même en supériorité numérique, est-ce que l'OL aurait pu remonter ? On ne sait jamais, tu vois, à ce niveau-là. C'est toujours des choses. Et merci à Matt Lyonnais, qui est évidemment un fin observateur lucide et objectif. Mais du coup, l'ASM, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'au-delà de cette série de résultats qui est très inquiétante en Ligue 1, mais encore une fois, je veux bien que ça se passe mal, mais pour la partie de saison, l'ASM est 9ème, 8 défaites, 30 buts encaissés. Ils sont à 9 points du top 4, qui est leur objectif obligatoire quasiment, vu les finances, vu l'état économique de la Ligue 1. Ça va être quand même compliqué pour remonter tout ça. Après, on sait que ça va arriver de faire des trucs en boulet de canon, donc on les enterrera jamais. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est le discours de Thiago Scour, alors qui garde la confiance en Pocoeli. Je peux comprendre, parce que t'as déjà changé de coach il y a 2 mois et demi. Là, repartir sur un autre entraîneur, ça ferait beaucoup. Donc autant y aller jusqu'au bout avec lui, parce que Pocoeli, est-ce qu'on peut vraiment lui jeter la pierre sur tout ce qui se passe, parce qu'il y a des matchs qui lui échappent, ok, mais il y a ses blessés, il y a ses cartons rouges, il y a 2-3 trucs d'arbitrage, c'est pas évident. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont satisfaits de l'effectif actuel, qu'ils n'ont pas trop envie de bouger sur le mercato. Et moi, c'est ça qui m'a le plus interpellé hier, c'est qu'il n'y a pas ce sentiment d'urgence à vraiment armer cette équipe. Alors armer, tu peux l'entendre, parce que est-ce que c'est sur un mercato hivernal que tu peux avoir changé le visage de ton équipe, je suis pas sûr, mais aller prendre au moins, tu vois, un défenseur, un milieu supplémentaire, un ailier avec la blessure de Minamino, ça me paraît indispensable. Et j'ai pas l'impression que tu aies cette urgence-là. Donc ça m'inquiète quand même. Hein. Mais surtout qu'il risque de perdre des joueurs. Ouais, tu as toujours des rumeurs un peu lointaines pour Akliouche. C'est presque comme si toutes les valeurs marchandes de l'ASM, ça peut partir. Alors Pogba est porté disparu. Malheureusement, Pogba a rechuté physiquement. C'est ça. Comment ça, le comeback of the year ne réussit pas à enchaîner 3-4 matchs de suite, alors qu'on annonce pourquoi pas sa présence à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Mais même Ansu Fati, j'ai l'impression qu'il y a un petit divorce dans le sens où tu as je crois qu'il est blessé, mais est-ce que c'est une blessure pas diplomatique? Donc attention à Ansu Fati également, voir la suite de sa saison. C'est vrai que tu as eu cette période où il a marqué 3-4 pénaltys, il a été à un moment co-meilleur buteur de Ligue 1, et depuis il a totalement disparu, quoi. Monaco a du matériel, même avec les blessures. Le profil de Pocoeli, type coach avec de vraies idées de jeu, c'est ce qu'il leur faut. Après, est-ce que Poco est le bon? En fait, c'est le problème avec tous les coachs de Monaco depuis un bon bout de temps, c'est qu'à force de dire est-ce que c'est le bon ou quoi, ça vient d'en haut, ça vient de l'intérieur, c'est plus profond que les coachs, parce que t'as enchaîné beaucoup de propositions différentes. Il y en a qui, pour moi, ont peut-être été des erreurs de casting à garder trop longtemps, type Philippe Clement. T'es à 18 heures qui est resté au bout de son... qui allait au bout de son truc, mais qui n'a pas changé, qui n'a pas bouleversé l'ordre établi sur ce début de saison de Ligue 1. T'avais Niko Kovac, que j'aimais beaucoup, qui a été débarqué. Là, t'as Pocoeli, mais tu lui donnes un truc
soit c'est bancal, soit c'est trop limité parce qu'avec les blessures, tu vas pas non plus pouvoir faire des miracles. Après, je trouve que l'effectif, encore une fois, il peut se défendre. Mais là, attention. Ouais, le milieu est trop faible. Bah, tu perds Zakaria, t'as Camara qui est à la canne. Ça commence à être tendu pour eux, quoi. Je sais pas quand ils vont réussir à changer, à changer ça. Donc, on va voir, quoi. Bah, Thésée au milieu, en vrai, c'est un dépannage, mais bon, il fait ce qu'il peut, quoi. C'est là, pour le coup, tu essaies de limiter la case. Donc, ouais, l'ASM, enfin, vraiment que ça se réveille dans ce sens. Et côté lyonnais, bah, évidemment, quand tu gagnes à Monaco avec 3 buts inscrits, sans Hendrick, qui n'était pas présent, pas enregistré, bah, c'est plus que du bonus. C'est vraiment une victoire qui peut peut-être changer le cours de ta saison. Tu reviens à 2 points de l'OM et de Lille. Tu vas enregistrer le joueur qui te manquait pour l'instant, ce vrai numéro 9. J'aime bien l'installation un petit peu de ce trio au milieu de terrain, voire de ce quatuor avec Maitland Nice qui s'incorpore bien. Je pense que peut-être l'OL va essayer d'aller recruter un milieu de terrain supplémentaire, d'où la rumeur Abdelli. Je pense que ça peut s'entendre. Quelqu'un a parlé de Ruben Kluivert et je suis d'accord avec toi, l'ami. Kluivert est peut-être un des grands gagnants de la période récente de l'OL. Lui qui avait passé par un match, vraiment, je m'en souviens. Une des pires performances individuelles, malheureusement c'est tombé sur lui contre Nice en début de saison, et là pour le coup dans ce rôle soit de latéral droit, soit de défenseur central, axial droit, un peu hybride, je trouve que Kluivert est vraiment bon. Et pareil pour toi, je pense que Matt, l'idée de Fonseca avec ce système, en attendant les retours de Niakate, t'as déjà récupéré Mata, même si Mata, alors moi j'ai pas compris Mata parce qu'il est revenu de la CAN assez tôt avec l'Angola, qui a été éliminé de la phase de groupe, mais j'ai cru comprendre qu'il devait avoir une semaine de repos et revenir pour le prochain match de Ligue 1, mais il a été rappelé parce que c'est Clinton Mata et que c'est quand même un élément d'expérience, mais j'ai trouvé son match un peu fragile, donc peut-être qu'il aurait fallu le reposer, mettre le fameux Tessman. C'est vrai que Mata, on a l'impression qu'il est un peu cuit, que physiquement il a beaucoup enchaîné, Ligue 1 Europa, là t'as la CAN, en plus t'as la déception. C'est vrai qu'il n'a pas joué le 3e match, mais ça fait partie des joueurs qui ont beaucoup tiré, donc peut-être qu'il aurait fallu, tu vois, après peut-être que c'est lui qui a dit, les gars, je me sens chaud, j'ai pas joué le dernier match de poule, je peux enchaîner, donc pourquoi pas. Mais quoi qu'il arrive, oui, cette OL, avec ce nouveau système, avec un Fonseca qui s'adapte toujours, moi franchement, depuis que Fonseca a pris la suite de Pierre Sage, alors j'étais pas fan évidemment de la manière de faire, du timing, c'était très moche pour Pierre Sage, mais Fonseca, il lui a manqué quelques trucs, quelques choix. Il y a des scénarios qui lui ont échappé, soit de manière un peu loufoque, surréaliste à Manchester United, soit tu as des trucs d'arbitrage comme à Saint-Etienne. Mais au global, je trouve que depuis un an, Fonseca, il y a quand même une proposition footballistique qui est super intéressante. Il y avait sur les premiers mois ce côté un petit peu assez offensif parce que tu as un matériel fou. Almada, Cherki, Mikotadze, Lacazette, tout ça, c'était assez fou. Fofana, Nouama avant qu'il se pète. Là, c'est vrai que tu as vraiment tout perdu en attaque. Et dans la pré-saison lyonnaise, ils ont beaucoup insisté sur la défense parce que c'était là apparemment les lacunes de la saison dernière et je peux l'entendre. Et c'est vrai qu'on a un Noël qui est bien mieux dans ce secteur-là, mais du coup qui a perdu de par le mercato, mais aussi avec cette question de renforcer l'assise derrière, un petit peu d'étincelle. C'est une équipe qui est moins spectaculaire, mais qui réussit par moments à être efficace, qui se procure pas mal d'occasions. Et je trouve que cet OL-là, il est super intéressant. Et à l'image un peu du match contre Paris, Fonseca, ouais, c'est ça, ses compos de pré-match. C'est quelqu'un qui prépare toujours très bien ses adversaires. Il sait lire les jeux adverses. Il maîtrise les micro-détails qui font des fois la différence dans ce type de rencontre. Et ouais, c'est vrai que cet OL avance bien avec des joueurs, tu vois, qui se révèlent un peu plus. Afonso Moreira, recruté pour une bouchée de pain, qui s'impose encore une fois comme une dérivation de Ligue 1. Tyler Morton, toujours aussi bluffant au milieu. L'une des plus grosses satisfactions en termes de renfort. Et Pavel Chouk, je vous le dis, le ratio 40 buts impliqué sur 40 buts cette saison. Buteur, passeur, toujours bien placé. Et c'est vrai que c'est un type de joueur qui a un peu disparu en même temps. Tu sais, le renard des surfaces. Le mec, il va pas te faire des virgules, des sombreros, des flip-flaps, des cafés-crème, des porte-manteaux, des grands ponts, des petits ponts, tous les gestes techniques que vous voulez. Mais il est là au bon moment. Et ça, c'est une qualité qui est tellement rare dans le foot, de savoir anticiper, avoir ce flair. Et Pavel Chouk, voilà, qui a la retombée de ce corner, qui marque les buts. Tu vois, même le deuxième, il est en pleine confiance. Et je suis d'accord avec toi, ouais. C'est notre Thomas Müller. C'est exactement ça. Et pour le coup, je pense que on a beaucoup parlé des fois. Est-ce que
mettre 7-8 millions sur Pavel Chouk, qui a un poste pas forcément défini, est-ce que c'était un investissement nécessaire quand tu vois le manque de neuf sur la première partie de saison, quand tu vois qu'il n'y avait pas forcément d'autres ailiers dominants hormis Fofana. Là pour le coup Pavel Chouk il a quand même je pense trouvé son registre à lui, et j'aime bien l'idée d'avoir Hendrick avec un Pavel Chouk qui tourne autour. Je pense que, et même Bastardo, tu vois, enfin Bastardo c'est avant de Moreira, mais c'est vrai que le nom Bastardo est assez rigolo, et finalement cette attaque de l'OL, quand tu sais que Fofana, Nuama vont revenir, petit à petit ça peut prendre un peu de l'épaisseur, ça sera assez intéressant de voir le développement de cette équipe. Mais ouais, t'es à la 17e journée de Ligue 1, t'es revenu à 2 points du top 4, t'es premier en Europa League. Je répète, mais la saison lyonnaise, quand tu rappelles tout ce qui s'est passé l'été dernier, les ventes, tout ça, enfin, ils sont à un moment où on les attendait pas, et c'est fort, c'est beau quoi. Ouais, le retour de Mangala également, en termes, qui est rentré, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai que très pressé de voir quand même la première de notre ami Henrik. C'est contre qui? Brest. T'as d'abord Lille. Oh, le déplacement à Pierre-Mauroy. La première d'Henrik, c'est un cadre idéal, je trouve. Et ensuite, t'as Brest en championnat. T'as Young Boys et t'as le PAOK en Europa League, mais je pense qu'il sera pas inscrit pour terminer la phase de groupe. Mais ouais, maintenant que tu récupères Henrik, c'est un autre championnat peut-être qui commence pour l'OL, et par effet de ricochet aussi pour ses concurrents, parce que hâte de voir cette équipe quoi. C'est vrai que Lille-OL et Rennes-Marseille, j'ai l'impression que c'est des matchs qui tombent tout le temps en Coupe de France quoi. L'étang sera sur le terrain face à Lyon. C'est vrai que l'étang, ça peut être aussi le renfort de dernière minute, vu qu'il a envie vraiment d'en découdre dans ce sens. On y va pour Nice-Strasbourg. Nice-Strasbourg qui, mine de rien, était un match entre deux équipes malades. Alors, une plus que l'autre, parce que Strasbourg a quand même fait un sacré parcours en Conference League. On ne pourra pas leur enlever. Premier, assurer les 38e de finale, d'avoir un avantage normalement jusqu'au bout de la compétition, en recevant, je crois, jusqu'au retour. Mais c'était la première du Nice version Claude Puel, toujours sans Boga et Mofi en instance de départ, avec un banc très très jeune, hein, parce qu'à part Salis Abdoul Samed et Eli Wahi qui arrivaient cet hiver, tu as beaucoup de jeunes joueurs qui ont fait leur premier pas ou qui étaient intégrés. Après, en fait, ce banc, et même parmi les titulaires, un certain Everton qui va rappeler un souvenir aux anciens, c'est le fils d'Everson, comment il s'appelle, l'ancien lyonnais. Alors attends, il faut juste que je le retrouve. Fils Nice, hop. Everton, le fils d'Evie le puissant, 70 matchs, 11 buts avec le maillot rouge entre 2002 et 2004. Everton, tout un sabal. Donc le fils d'Everson, et pas Ederson, celui qui a joué avec l'OL. Désolé, je pense que j'ai peut-être dû écorcher le nom du paternel. Everson, pour ceux qui n'ont pas regardé la Ligue 1 au début des années 2000, quand Nice est revenu dans l'élite, c'est un mec qui armé aux 30 mètres et qui avait une frappe de balle de mulet. Mais vraiment, c'est le Thorsten Frings brésilien. Un mec qui avait vraiment, je sais pas de quoi étaient faits ses pieds. C'était des roquettes. Enfin, vraiment, le mec, il armait et il avait une des frappes de balle les plus folles que j'ai pu voir en Ligue 1 en l'espace de 25 ans. Donc, le fils qui est lancé pour sa participation en Ligue 1. Et ça, c'est la patte de Puel, mine de rien. C'est toujours dans tous les projets où il est passé, il y a toujours eu cette idée de lancer des jeunes, de leur donner confiance, même si les contextes sont pas idéaux. Il y en a, tu vois, où c'est lui qui a lancé Eden Hazard à 16 ans du côté de Lille, quand il est passé à Monaco plus jeune. Il y a eu également Nice, on s'en souvient, avec ses fils, avec Cosiello, tout ça. T'as également Saint-Étienne, où même c'était pas la plus grande période de Saint-Étienne, il y avait aussi pas mal de jeunes qui étaient sur le terrain. Et peut-être que Nice, qui va sans doute faire encore un peu de mercato pour se renforcer, va pouvoir avancer sur ça. Après, la très bonne nouvelle, c'est Eli Wahi qui est rentré, qui a marqué un vrai beau but pour le coup, qui va lui donner de la confiance, parce qu'avec Francfort, il sort d'une année un petit peu difficile où on se disait tous, Francfort qui a fait la bascule avec Kolo Muani, avec Marmouche, avec Haller, tout ça. Eli Wahi aussi, tu le passes à la machine allemande et dans 2 ans, il part pour 90 millions d'euros à Tottenham. Et non, Eli Wahi est l'exception, peut-être qu'il confirme la règle, parce que Kalimundo va aller à Francfort pour se relancer, mais ça lui fait du bien. Après, franchement, le match de Nice, encore une fois, dans cet environnement étrange, bizarre,
J'ai bien aimé ce qui s'est passé pour les Niçois avec ce public qui est toujours un petit peu absent, qui est pas évident, tu vois. On sent que la réconciliation va prendre du temps avec les Ultras. Il y a eu le retour de Jean-Pierre River à la présidence, le choix de Puel, c'est vraiment ramener les anciens pour avoir un peu de paix. Je pense peut-être que ça plaira. Ça va, dans un premier temps, éteindre l'incendie. T'as Ndombele, tu vois, t'avais pas mal de joueurs. T'avais ce mélange, un peu les joueurs aptes du moment. Le choix Everton, qui a fait un match plutôt intéressant. Après, derrière, tu vois, Djoumaba et Pepra Opong, je trouve qu'ils ont. Enfin, Djoumaba à Lens, c'était pas mal, mais là, je trouve encore une fois que ça n'a pas le niveau Ligue 1 encore, que ça devrait être dans un monde idéal, les 3e et 4e défenseurs. C'est vrai Sanson qui en loupe une belle, qui aurait presque pu servir, je crois, Wai, qui bouffe la feuille à un moment donné. T'as Sofiane Diop qui est toujours aussi mobile, qui est vraiment pas mal, lui qu'on a aussi potentiellement sur le départ. Il faudra voir la canne, les retours de blessés. Mais en attendant, cette équipe niçoise, elle n'a pas démérité, et je pense que c'est un match qui montre que voilà, ils vont pouvoir aller proposer quelque chose de pas mal du tout, quoi. Mais oui, Ojumaba était pas mal, franchement, à Lens, c'était un de mes coups de cœur. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment propre, quoi. Et en face, on a parlé de crise, c'est aussi un peu, comment on pourrait dire ça, est-ce qu'on n'assiste pas à un point de bascule sur Racing? Ah, très bonne question. Pourquoi Wai a pu être inscrit et pas Henrik? Je crois que tu as des histoires de restrictions de DNCG, de temps de passage. C'est pour ça que Henrik pouvait pas être du déplacement à Monaco et que Wai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Nice, mais au moins, financièrement, ils sont dans les clous. On assiste à un petit moment de bascule quand même, les amis, pour Strasbourg, puisque Strasbourg est dans une période un peu trouble sportivement Ligue 1. En conférence, ça se passe très bien. Mais Strasbourg s'apprête à perdre son coach. Yambro Senior va s'engager avec Chelsea. On imagine à quel point les pourparlers, les discussions entre les deux directions, les deux boards ont été compliqués, âpres. Il y a eu beaucoup, je pense, d'échanges de messages, de coups de fil. On a l'impression que c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, hein, parce que franchement, en l'espace de... je pense que ça s'est réglé en quelques secondes, quoi. Qui est dispo comme coach? Hop, celui de notre équipe réserve. Est-ce qu'on a envie d'aller prendre un autre mec ailleurs? Allez, bon, tu sais quoi, on leur enverra 1 ou 2 joueurs en prêt. On va leur donner une petite indemnité pour faire genre. Ça va se passer comme ça. Je trouve quand même que ça... faudra voir comment on va tous interpréter ça, notamment les supporters strasbourgeois. Je pense aux ultras qui ont été, je vais pas dire traités comme des moins que rien, mais qui ont lancé un cri d'alerte, un cri d'alarme parce qu'ils aiment leur club. Peut-être que certains vont considérer que c'était trop virulent, mais voilà, ils ont alerté sur ce danger de la multipropriété en mode ok pour la multipropriété, on sait ce que ça représente. Mais là, ça va peut-être un peu trop loin. Le capitaine Emega qui est là et qui est prêté et qui s'affiche avec Chelsea en cours de saison, est-ce que ça pouvait pas se faire de manière officieuse? Est-ce qu'on pouvait pas attendre, tu vois, la fin de saison? Parce que même si c'est un truc un peu un secret de polichinelle, autant le faire dans les règles de l'art et d'un point de vue de communication, ça peut être une faute. Là, je trouve quand même qu'on va encore plus loin parce que le coach, tu vois, le coach, c'est le personnage central d'un club. Alors peut-être que la saison strasbourgeoise en Ligue 1, elle est pas dingue, mais Rosseigneur, on sait ce qu'il a impulsé depuis 1 an et demi, et avec ses jeunes joueurs, avec ce discours, personnellement, j'aime bien ce qu'il propose, sa personnalité, même s'il y a eu des déclarations, des fois un peu malheureuses, notamment contre ses fameux supporters, contre les fameux ennemis du Racing. Alors je pense pas qu'on puisse les considérer comme des ennemis, c'est juste des personnes qui aiment beaucoup leur club et qui veulent le défendre à tout prix. Mais ouais, voir ton coach partir en cours des saisons, et puis finalement renforcer le vaisseau mère, l'équipe A, voilà, là tu te retrouves encore une fois avec ton équipe de G-League où tu vas avancer. Après, l'équipe elle a encore une fois une belle allure, hein, parce que tu as beaucoup de vrais bons joueurs. Barco, Moreira, Panicelli, Doucouré, tout ça. Penders a fait un de ses meilleurs matchs au passage cette saison. Ça parle de Gary O'Neill, du coup, l'ancien coach de Wolverhampton. J'ai vu passer la rumeur Will Steele. Mais à voir comment le vestiaire va vivre ça. Après, le vestiaire va vivre ça, est-ce que c'est le plus important? Parce que, est-ce que tous ces joueurs, finalement, ils adhèrent pas au projet en mode, ils savent pourquoi ils viennent à Strasbourg, un temps de passage, une durée de vie assez courte, assez courte, histoire 2 ans max, peut-être 2 ans et demi, et puis après, soit on revient à Chelsea, puis après on peut partir à droite à gauche. T'es pas obligé de finir à Chelsea, hein. Tu peux avoir un beau transfert qui va renflouer les caisses, Bakwa à Nottingham, Petrovic à Bournemouth par exemple, même si Petrovic n'appartenait pas dans les faits à Strasbourg, mais forcément une grosse curiosité de voir comment ça va se passer. Est-ce que Rosseigneur va ramener des joueurs? Peut-être Barco pour la profondeur de banc. Par contre, une bonne nouvelle pour Chelsea qui a fait qui est revenu, qui a fait un partout contre City. André Santos, j'ai toujours bien aimé.
pourquoi pas voir André Santos prendre un peu plus de temps de jeu, même si c'est vrai qu'à Chelsea, entre Rhys James, Caicedo, Enzo Fernandez, Lavia, même si Lavia a pas enchaîné de blessure, ouais, c'est vrai que voir André Santos récupérer son père spirituel, ça pourrait peut-être faire la différence. Mais c'est vrai que Rosseigneur, même le choix, tu vois, alors, en fait, j'essaie de me mettre à la place de lui parce que tu as le côté Strasbourg qui est moche, qui est très moche, mais il y a l'aspect, tu sais, sportivement. Chelsea, ça ne se refuse pas. Et j'ai même pas envie d'en vouloir à Rosseigneur. Lui, c'est plus l'organigramme, l'entité multipropriété, où tu te rends compte que c'est une forme ouais, de ravage à travers ça et que bah, tu ne peux plus t'attacher aux joueurs, même à ton coach. Tout le monde est éphémère et c'est ça qui est le plus terrible. Et après, il y a des arguments, et vous en faites pas, je l'entends, parce que je sais qu'à chaque fois que je parle de ça, il y en a qui vont venir me dire « Non, mais regarde, Strasbourg n'aurait jamais pu se payer de tels joueurs. » Je pense qu'on est tous d'accord. Jamais, sans multipropriété, Strasbourg aurait pu mettre 100 millions sur la table et attirer de tels noms, mettre 20 patates sur Païcelli, attaquant de 2e division espagnole. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Après, bah voilà, il y a les résultats, mais il y a aussi, bah, évidemment, ton identité, ton ADN. Est-ce que tu es prêt à sacrifier cette indépendance pour avoir ça? Et après, d'un point de vue des résultats, c'est vrai que Strasbourg nous a fait une belle deuxième partie de saison l'an dernier. Tu as eu la Conférence League, mais il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond en mode, tu vois, la multipropriété a changé cette équipe, ils sont assurés de faire le top 4. Enfin, je ne vais pas comparer les périodes, mais sous Thierry Lauré, ils ont quand même pris une coupe de la Ligue, parce que pour l'instant, la nouvelle direction n'a pas fait remporter une coupe. Sous Julien Stéphan, ils ont également terminé 6e avec une très belle équipe, Habib Diallo, Ajorc, voilà, le duo phare. Donc, c'est quoi? Je trouve que la question est intéressante, mais j'attends plus de résultats. Parce que, mine de rien, si tu te dis que tu vas sur ce chemin de la multipropriété, que tu y vas à fond, bah autant tout sacrifier. Mais alors, d'un point de vue de ce que tu obtiens comme performance en Ligue 1, en Coupe d'Europe, ok, mais en Ligue 1, ça reste insuffisant. Et quand tu dépenses 100 millions d'euros, que tu as ces moyens-là, Strasbourg, à l'échelle de la Ligue 1, devrait être une Ferrari. Et pour l'instant, bah, la Ferrari, faut l'emmener au garage. Et c'est pas le projet de cette voiture, quoi. Donc, on va voir ce qui se passe. Et RCS Vince qui dit qu'il emmène Emega. On verra si ça va se faire. Oh, les Nuno d'Acosta et Dimitri Lénard. Dimitri Lénard, son coup franc était assez fantastique, quoi. Bah, il y aura plus de Dimitri Lénard, c'est ça. T'as plus d'emblème, quoi. T'as plus de Jeremy Green, t'as plus de Liénard, t'as plus de Gamero, même si Gamero reste à la fin pour voilà, encadrer les plus jeunes. Donc c'est ça où c'est compliqué, quoi. Mais il se passe quoi avec les gardiens de Chelsea? Pourquoi un coup c'est Chancel, un coup c'est Jorgensen? Alors non, Chancel, qui est un des meilleurs joueurs de Chelsea, je crois qu'il était blessé sur le match de City. C'est pour ça que Jorgensen a pris sa place, quoi. Mais oui, Strasbourg, je sais pas quelle sera leur saison en Ligue 1, mais là pour le coup peut-être que la Conference League ça peut être un objectif. Je pense qu'ils ont le niveau pour faire un très très beau parcours. Enfin, ils ont le niveau eux, et vu la compétition hormis Crystal Palace, faut avoir peur de personne, faut le dire. Mais ouais, ça reste très particulier sur la saison strasbourgeoise et ce point de bascule. Donc il va encore se passer des choses du côté de la Méno dans les jours à venir. Voilà, c'est fini pour Rosseigneur. Hâte de voir le coach qui va débarquer. On avance avec un rendez-vous à Pierre-Mauroy. Que c'était chaud, que c'était brûlant, avec évidemment le carton rouge d'Alexandro qui a fait tout basculer. Eric Vatelier qui a décidé de sortir le carton rouge direct pour le défenseur brésilien qui était de retour de blessure, content parce qu'Alexandro est vraiment un des meilleurs décès du championnat. Malheureusement pour lui, ce retour n'a pas été ponctué par une performance complète, 90 minutes, et est sorti assez tôt. Alors il y a cette question, évidemment, est-ce qu'il y a carton rouge parce que voilà, Mbolo récupère le ballon, Alexandro l'accroche, ça se passe à la 13e minute, mais on dit souvent que la faute, qu'elle se passe à la première ou à la dernière minute, ça n'a pas d'importance, le timing du moment, il faut juste que ce soit une faute qui soit caractérisée. Il y en a qui disent que peut-être Ngoy peut revenir, tout ça. Je pense qu'il y a ce truc d'interprétation, mais pour le coup, j'aurais quand même voulu, tu vois, qu'il y ait peut-être un revisionnage VAR, parce que je pense que c'est une décision qui est très lourde de conséquences, et pour le coup, tu vois, c'est le genre de choses où ça peut se revoir la VAR, même s'il reste sur sa décision, mais tu vois, par rapport à la position d'Embolo, le gardien, Ngoy, tout ça, je pense que c'est le genre d'action où il y a quand même besoin d'avoir un revisionnage. Si le fameux carton vert existait, peut-être que Genesio l'aurait pris. À la place, je pense que les Lillois ont vraiment été hyper agacés. C'est vrai que Vatelier avait déjà fait un derby du Nord qui n'était pas dingue dans le sens des Lillois, où Lens s'était imposé 3-0. Je pense qu'il n'y avait pas non plus
une victoire imméritée pour Lens, loin de là, mais tu as eu 2-3 situations où, comme on dit, la pièce n'était pas tombée du côté des Lillois, et là, je pense que M. Vatelier, qui est venu s'exprimer en fin de rencontre, enfin sur le plateau de Ligue 1+, qui a expliqué pour ça, mais comme tu le dis, Lille, c'est super appréciable de voir Vatelier venir expliquer sa décision, il faudrait qu'on ait toujours autant de pédagogie arbitrale. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ils viennent s'expliquer aussi quand la décision reconnaît des erreurs. Je pense que c'est là où on avancerait tous. Il y en a qui ont peut-être déjà le fait, mais pour le coup, à chaque fois que les arbitres viennent quand même, tu vois, s'exprimer, et vous connaissez mon avis là-dessus, j'ai fait des papiers, j'ai écrit, j'ai posté des vidéos. Je me souviens à l'époque de la Ligue 2, il y avait souvent les arbitres qui venaient en fin de match. Je vais pas dire que le passage en conférence de presse doit être obligatoire pour l'arbitre, mais je pense que pour les humaniser et comprendre un petit peu les enjeux, et surtout cette notion d'interprétation, parce que l'arbitrage, tu as les règles, tu as les lois du jeu, mais tu as aussi l'interprétation, ton ressenti du terrain. Est-ce que tu es un arbitre joueur? Est-ce que tu es un arbitre sévère? Est-ce que tu es un arbitre qui vraiment, c'est la règle à la lettre près? Je pense que chaque arbitre a sa vision et du foot et de l'arbitrage, et que c'est bien d'avoir plusieurs visions, parce que Vatelier, par exemple, c'est un de ceux qui laisse le plus jouer, qui siffle le moins en moyenne en Ligue 1. Même des fois, je trouve qu'il siffle pas assez, parce qu'il y a des matchs qui peuvent lui échapper. Mais voilà, tu vois, par exemple, le Texier qui s'était excusé après l'épisode Tolisso-Stassin, il avouait s'être trompé. Avoir de plus en plus de ça, tu vois, j'aimerais que les arbitres viennent aussi sur le plateau pour dire, bah voilà, aujourd'hui on a fait une erreur, on est passé à côté, on a mal jugé, on aurait dû prendre le temps. L'exemple typique, c'est Rennes-Lyon, le fameux tacle sur Ralis Mera, ça glisse, ça reste haut, mais ça glisse, tout ça, vous comprenez la phrase. Là, pour le coup, je pense que Buquet et Frappard, je vais pas dire qu'ils auraient dû passer devant un tribunal, parce qu'on va pas aller aussi loin, mais venir sur le plateau et reconnaître ses torts pour dire, ok, c'est malheureux parce que les enjeux sportifs sont conséquents pour les clubs. On a peut-être fait perdre 1 ou 3 points à une équipe, mais on est prêt à reconnaître notre erreur parce que voilà, on est humain, et je pense que ça pourrait, tu vois, faire avancer le schmilblick. Après oui, c'est vrai que Vatelier, je peux entendre, tu vois, par exemple là sur le chat, certains disent que c'est hyper sévère, Vatelier est trop loin de l'action, que ça y aille pas. Il y en a qui disent que le rouge n'est pas scandaleux. C'est pour ça que, tu vois, il y a cette notion d'interprétation, parce que sur la même situation, là, tout le monde dans le chat n'a pas le même avis. Moi, personnellement, comme je vous le dis, je pense que c'est pas une honte de mettre rouge, mais comme c'est un moment très tôt dans le match, je pense que ça doit se revoir. Tu vois, je pense que ça doit être hyper important d'aller revoir les images, de voir le positionnement de chaque acteur pour dire est-ce que, voilà, c'est jaune orangé, mais je pense que ça aurait été plus légitime à ce moment-là, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Mais après, oui, Captain Crochet, si on va au-delà du débat d'arbitrage et de ce match, alors après, la fameuse phrase « un tel dérange, on est mal arbitré », c'est un constat global. À chaque moment de la saison, il y a une équipe qui va avoir son lot de mésaventures, et c'est pas forcément lié qu'à ton club, c'est aussi un truc un peu plus, tu vois, où il faut prendre de la hauteur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de cartons rouges cette saison. En moyenne, on est par les top 5 championnats, je crois qu'on est celui qui sanctionne le plus. Donc peut-être trouver... Après, c'est dur parce qu'il y a les cartons rouges qui évidemment sont inévitables, comme celui de Koulibaly. Mais est-ce que celui-ci, pour faire baisser la moyenne, tu vois, il serait pas un de ceux que tu pourrais enlever? C'est toujours cette même question. Donc ce qui est sûr, c'est que le cas de Vatelier a fait bouillonner Genesio, qui avait envie d'en découdre, qui a refusé de venir s'exprimer en conférence de presse, ce qui est quand même fort de la part d'un coach. T'as Létang qui a attendu, et on sait que Létang, ses relations avec les arbitres, elles sont pas simples, qui a attendu Vatelier dans le vestiaire, enfin dans le tunnel, qui a parlé comment ça s'appelle, de honte absolue, tout ça. Alors attention, parce que Létang, c'est pas la première fois qu'il fait des déclarations comme ça. Je pense qu'il va y avoir de grosses sanctions. Dommage, beaucoup de nervosité pour les Lillois. Je pense qu'ils se sentent floués, parce que quelqu'un a dit, c'est vrai que ça fait beaucoup de matchs où il y a des rouges, et certains, j'ai un souvenir d'un rouge de Boadi qui était aussi un peu abusé. Je sais plus si c'était en Europa ou en Ligue 1. Les Lillois, vous allez peut-être me le dire, mais c'est vrai que même c'est quoi, c'est un rouge qui a été pris à Auxerre aussi, ou peut-être c'était, je vais pas dire abusé, mais c'est vrai que en ce moment les Lillois sont dans cette fameuse période que j'ai évoquée tout à l'heure de mésaventure. Faut espérer pour eux, tu vois, que ça se rééquilibre, parce que voilà, faut pas non plus que ça tourne mal dans le sens. Et c'est un peu comme Toulouse, Romain Perrault, merci Anne Blazer, c'est ça le joueur que je cherchais sur le match d'Auxerre. Ah non, mais aucun cirque de l'étang. À un moment, quand il y a des problèmes avec les arbitres, tout le monde se tait. On a enfin un président qui parle et qui assume. Non, mais il y a d'autres présidents qui parlent, tu vois. Et Longoria, bon, après Longoria qui a parlé de corruption, qui a totalement dérapé. Le truc, c'est qu'il le fait,
Il le fait souvent, les temps, et je parle même pas mon jugement, c'est juste que là, c'est peut-être la phrase de trop qui va lui donner une grosse sanction. Donc attention à ça, parce qu'on sait qu'avec Sylvain Armand, également en sa présence, ça bouillonne pas mal. Et un peu comme le Toulouse-Lens, tu vois, le match du LOSC à 10 contre 11, il est pas déconnant, il est bon, il y a des intentions, franchement, il y a des joueurs qui ont fait leur match, tu vois, comme Haraldsson, Giroud, à son âge, qui a continué à faire du pressing, Mathias Fernandes-Pardo, en termes d'accélération, qui essaie de poser des problèmes. C'est dur pour le LOSC de sortir de cette rencontre avec cette défaite. Même Ngoy, tu vois, qui a continué à défendre en avançant, qui est un jeune joueur qui est pétri de talent. C'est relou pour le LOSC, parce que sans doute qu'à 11 contre 11, je pense qu'il y avait vraiment match et qu'ils auraient pu aller chercher les 3 points, parce que Rennes a maîtrisé, Rennes a été sérieux, n'a pas fait de fantaisie. Ils ont su marquer les buts quand il fallait, avec voilà, Frankowski qui se fait oublier, le petit chambrage Lance-Lee qui va faire bien plaisir évidemment. Bon, bien plaisir, ça dépend de quel point de vue on se place. Merlin qui a fait un bon match au milieu de terrain, quelqu'un a dit dans le chat, celui qui a retenu mon attention c'est Alidou Seydou, un joueur que j'ai toujours apprécié à Clermont avec le Ghana et Rennes, qui a malheureusement été blessé, mais qui a fait un très bon match. Madi Camara aussi. C'est vrai que ce Rennes-là, je ne vais pas dire qu'ils étaient en autogestion sur cette rencontre, mais on les a déjà vu faire des prestations bien plus convaincantes. On sait que c'est toujours un piège de se retrouver en supériorité numérique, parce que c'est des matchs, des fois, tu ne sais pas quand les aborder, parce que quand tu as autant de temps devant toi, tu as 75 minutes pour la différence. Tu vois, c'est long, 75 minutes dans le foot, mais tu sais que mentalement, ça peut jouer. Et j'aime bien ce qui se... Voilà, c'est un Rennes qui revient à 2 points de son adversaire direct. C'est un Rennes qui a la hauteur de ses ambitions, des montants investis, qui va pouvoir peut-être retrouver la Coupe d'Europe. Je pense qu'ils ont les moyens. Non, il est temps. Même, tu vois, Jacquet derrière, encore une fois. Alors, Jacquet, il y a eu un beau duel, je trouve, avec Giroud. Ouais, c'est vrai qu'il est peut-être moins rayonnant que sur vraiment la première partie de saison, mais ça reste quand même un client sérieux. T'as Brassier qui fait un super centre du gauche. Il faudrait recruter offensivement pour avoir plus de créativité et de percussion. J'ai peur que le jeu actuel soit trop lisible pour la deuxième partie de saison. C'est une bonne remarque, l'intervenant incertain, qui pourtant est très certain dans son analyse. Je sais que Blas pourrait partir. Ça parlait vraiment de ce fameux milieu créatif. Faudra voir. Après, moi, je trouvais que, tu vois, Cissé, Rongier et Camara, t'as quand même 3 profils intéressants, mais peut-être que Cissé va continuer à aller sur le banc, et que pour le coup, il va essayer d'aller trouver un milieu, mais t'as Blas qui est là, mais j'ai l'impression que la relation Bale-Blas, pareil avec Fofana, elle n'est pas au beau fixe. Donc, curieux de voir quel profil ils vont ramener. Est-ce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de mercato, tu vois, un peu made in Ligue 1. Ouais, je sais qu'il y avait un retour à un moment donné qui a été évoqué, et je trouve que ce serait pas déconnant, c'est dans ce profil un petit peu 10 reculé qui pourrait s'incorporer dans ce milieu à 3, c'est Lovro Mayer qui est à Wolfsburg en Allemagne. Alors, j'imagine qu'il y aura un prix conséquent et tout. J'ai pas trop suivi sa saison, mais moi j'avais adoré Lovro Mayer, quoi. Reprenez Grönbeck. Grönbeck, dans un Rennes qui tourne bien, ça aurait pu voir le coup. Angel Gomez, ouais. Mais tu vois, un Lovro Mayer comme ça, avec Rongier Camara, je pense que le milieu, il aurait de la tronche. Hein. Franchement, il me plairait beaucoup, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que tu vois, t'as pu gagner sans Le Paul qui avait été mis sur le banc. Donc non, c'est plaisant, quoi. André Santos, c'est vrai que j'ai vu passer la rumeur André Santos, mais avec le retour l'arrivée de Rosseignor à Chelsea, je pense que malheureusement il bougera pas, et même son entrée contre City, c'est le genre de choses, d'indice qui me fait dire que ce joueur va rester au Blues pour la deuxième partie de saison. Les gens disaient ouais, il faudra ouvrir le dossier Giroud c'est un peu cata, on s'y attendait pour Giroud. Après voilà, ce que je dis c'est que j'ai vu Giroud tenter de faire des efforts, tout ça, après balle au pied, c'était pas son meilleur match, loin de là. Mais c'est pas son rôle normalement d'être titulaire comme ça, d'enchaîner avec la blessure d'Igaman. Donc pas dire qu'il se retrouve là un peu par défaut, mais c'est vrai que c'est le genre de match où c'est difficile, quoi. Ouais, Madi Camara très fort, Madi Camara. Et évidemment Altamari sur la continuité de ses récentes performances incroyables. Les amis, il est l'heure d'évoquer peut-être le climax de cette 17e journée, le fameux OM Nantes. Nantes qui avait gagné un match sur les 11 derniers, je crois, qui sortait d'une défaite 4 à Angers, qui avait quand même gagné en Coupe de France contre Concarneau. L'OM qui s'était relancé en Coupe de France, mais qui avait perdu à Lille. Mais c'est vrai que quand tu as vu la première compo, tu te dis waouh, ça envoie, hein. Pachao, Greenwood, Aubameyang de retour de la CAN, Højbjerg, Vermeuren, Oua, Emerson, Medina, Egan Riley, Pavard, Rouli. C'est vrai que je ne vais pas dire que c'était les Avengers marseillais, mais
c'est vrai que tu te dis que sur le papier, c'est peut-être un des matchs les plus déséquilibrés de Ligue 1, mais est-ce que c'est vraiment déséquilibré quand on parle de l'Olympique de Merveille et de sa capacité à se saborder, à faire des non-matchs ou à perdre des points contre des équipes largement à leur portée? Ça arrivait combien de fois depuis qu'on suit le foot de voir un OM, on se dit, il y a guichet fermé au Vélodrome, t'as une belle équipe sur le papier, et soit t'as des mauvais choix tactiques de départ avec la défense à 3 de Zerbi. Est-ce qu'une défense à 3 contre le 17ème de Ligue 1 qui est en chute libre en termes de confiance, est-ce qu'il fallait pas rajouter peut-être un 10 pour tenir le ballon? Je sais pas, même si ce 10 là, c'est un joueur qui est pas dans la période de sa vie comme Angel Gomez, qui je crois d'ailleurs a été mis en tribune, ou O'Reilly. Peut-être que c'était ça cette question. C'est un match qui a échappé à l'OM de manière, encore une fois, invraisemblable. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est encore une fois une première période qui est tellement insuffisante, qui est vraiment pas à la hauteur d'une équipe qui est en Ligue des Champions, qui ambitionne d'être minimum top 3. C'est triste à dire, mais l'OM a souvent eu ses absences, soit sur les entames, soit sur la première période au global, et ça fait beaucoup de matchs sous l'ère de Zerbi, où si t'es supporter Marseille, t'as envie de t'arracher les cheveux, parce que tu te dis, on a un projet qui avance, on a Longoria, on a Benassia, on récupère pas mal de bons petits joueurs, normalement ça doit prendre la mayonnaise, et t'es 18 mois après l'arrivée de Zerbi, et t'as toujours pas le fil conducteur, et là où je suis le plus inquiet, c'est que tu as eu cette belle période en septembre jusqu'à mi-octobre et le fameux basculement Sporting Lens. Ça n'a duré qu'un mois et demi, mais qu'est-ce que c'était bien en termes de jeu. Enfin, j'ai vu vraiment un OM conquérant, un OM serein. J'ai vu une vraie patte de Zerbi. Et là, depuis, c'est terrible parce que soit il y a des mauvais choix tactiques, soit c'est une équipe on sait que le principal adversaire de l'OM de plus en plus, c'est eux-mêmes. Et après, voilà, évidemment, on a parlé de carton rouge. On trouve que ça distribue trop en Ligue 1. Vermeuren, je me répète, mais j'aime beaucoup. J'aime bien son profil. Ça reste jeune, 20 ans. S'il peut continuer son aventure à l'OM, ce serait une bonne nouvelle. Dans son profil, ça peut être idéal. Mais ce tacle sur Anthony Lopez, tellement incompréhensible. Loin de ses buts, avec cette intensité, avec ok, tu veux récupérer le ballon, mais là, c'est fou quoi. Enfin, vraiment, le tacle il est insensé. Et tu vois, par exemple, le choix de sortir très tôt Paixão, alors que c'est le type de joueur, justement, je pense que dans une configuration à 10 contre 11, t'as besoin de lui, parce que même si Paixão, sur son début d'aventure à l'OM, c'est pas parfait, il rate des choses, mais il peut aussi te débloquer des situations. Et je pense que l'idée de ce match, même en infériorité numérique, c'est quand même que l'OM allait avoir le ballon contre un Nantes, tu vois, qui est venu un peu blindé et qui avait ce plan de jeu qui était cohérent par rapport à la situation, et c'est là où je me dis que c'est dingue quoi. Ah, le projet avance, non, mais quand le projet avance, je dis que tu prends l'OM, où est-ce qu'ils en étaient il y a 4-5 ans, à la fin on va dire d'Hérault et Villas-Boas, tout ça, je pense que tu sens quand même qu'il y a une progression, tu as un peu plus de stabilité d'un point de vue, tu vois, des classements, mais par contre chaque match a sa vérité, et le problème c'est que tu as vraiment des matchs qui peuvent être très hauts, des belles performances. Il y en a d'autres où tu sens que cette équipe peut aller dans peut tomber de très haut, parce que ils n'arrivent pas à se retrouver. Et finalement, l'inquiétude du match de Monaco, il y a derrière eu cette défaite à Lille. Tu te retrouves avec ce scénario de Nantes. En plus, quand je vous le dis, à 9 contre 11, j'étais même pas sûr que Nantes allait chercher sa victoire, parce que je trouve qu'ils n'avaient pas de marge et qu'ils ont raté pas mal de contres. Est-ce qu'on touche aux limites de De Zerbi? Ouais, mais on touche aux limites de De Zerbi d'avoir autant de premières périodes et de matchs qui lui échappent, mais même d'un point de vue de communication. Je ne sais pas si vous avez vu sa sortie sur Bacola et Vaz, en mode ouais, je les ai pas fait rentrer parce qu'ils bossent pas assez. Enfin, après une défaite comme ça, qui est honteuse, où tu as des joueurs qui t'ont plombé et qui sont même pas les premiers concernés que tu as cités là, et des choix qui me paraissent hyper hasardeux, la défense à 3 et sortir Paixão de manière précoce. Comment est-ce que tu peux charger Bacola et Vaz en mode oh là là, ces jeunes joueurs, qu'est-ce que vous me saoulez avec eux, ils sont pas encore prêts, peut-être qu'on va les vendre, tout ça. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver des coupables comme ça. Pour moi, De Zerbi, ouais, c'est quand même assez chaud. Je sais pas si ce coach réussira à renverser la table au bout d'un moment. Après, tu vois, il y a eu cette deuxième place en passé. Il faudra voir le parcours avec des champions, parcours en Coupe de France. Il reste 17 journées. Donc l'OM, évidemment, peut tout à fait, tu vois, faire cette série. Je sais pas s'ils en sont capables, tu vois, parce que
il y a eu ce truc en septembre, mais depuis, hein, c'est pas comme si quelque chose s'était cassé, mais mal à retrouver cet OM vraiment intéressant, convaincant sur 90 minutes, qui est capable d'enchaîner plusieurs performances comme ça. Peut-être qu'il y aura encore ses hauts et ses bas, mais ouais, avec une telle instabilité émotionnelle, et oui, certains l'ont dit, Nadir qui pleure, qui sort. Voilà, enfin c'est terrible, hein, ces 2 cartons jaunes, même si peut-être il aurait pu revenir, parce que je crois que c'est Højbjerg qui se fait découper, mais dans tous les cas, Nadir s'est mis en porte-à-faux avec ces 2 jaunes assez vite. Et c'est vrai que tu sens que l'instabilité émotionnelle de De Zerbi, malheureusement, bah, ça rejaillit sur certains joueurs, et avec ce trop-plein de pression, peut-être que ouais, certains ne supportent pas. Et ce match, tu te poses beaucoup de questions. Ouais. Déjà que sur la première partie de saison marseillaise, bon, tu vois, ils avaient pris un petit retard sur Lens après la défaite à Lille. En LDC, il faut qu'ils fassent une victoire, je crois, au minimum, peut-être un point pour voir que ce soit Liverpool ou Bruges. Tu as ce match de Coupe de France à venir contre Bayeux, donc à mon avis, ils vont avancer dans la compétition. Tu as également comment ça s'appelle, le trophée des champions que vous attendez tous, j'imagine, au Koweït. Dans quel état ils vont être c'est vrai que c'est un match qui peut représenter un avant et un après en termes de fracture dans ce que ça représente avec les supporters aussi, parce que je peux comprendre, hein, combien de fois on a vu un OM arriver contre un adversaire abordable et se faire avoir comme ça. Enfin, c'est terrible, c'est vraiment un mal récurrent et ça dure. Et c'est pas que De Zerbi, mais sous De Zerbi, je trouve que c'est encore plus accentué, tu vois, cette idée d'une équipe qui a des matchs comme ça, et des fois au Vélodrome, mais tu vois, Toulouse, Angers, ça arrivait cette saison par exemple. Il y a quelques années, c'était Le Havre aussi. Il y a eu Auxerre l'an passé, la défaite 3-1, donc c'est fou quoi. Donc à voir comment ils vont s'en relever. Côté nantais, bah Benef, hein, c'est peut-être le match où tu pensais pas prendre 3 points. Voilà, t'as réussi à concrétiser ça. T'as Santos qui marque, t'as eu évidemment le but refusé à El Arabi avec cette situation. Alors là, on parle beaucoup en plus ce moment, enfin, on parle d'arbitrage, certains buts, interprétation, tout ça. La notion d'hors-jeu passif, El Arabi, enfin, c'est vraiment Rouli qui se remet tout seul dedans, qui fait une faute de main. Et j'ai trouvé que ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de Marseillais qui ont reconnu qu'il aurait dû avoir but. Et ça, c'est vraiment un souci de ne pas comprendre le jeu et que Rouli fait une erreur monumentale et que c'est lui qui se tue. Et que c'est pas parce qu'il y a El Arabi qui est hors-jeu qu'il va réussir à faire cette faute de main. Non, non. Là, pour le coup, la faute, elle est quand même assez. Assez vilaine, la faute d'arbitrage. Mais sinon, non, Nantes a fait un match où on les attendait, voilà, où ils ont su faire preuve de solidarité, 5 clean sheets. Tu as bénéficié de cette nervosité adverse. Alors, le trophée des champions n'a jamais été chaud en France. Faux, parce que j'ai déjà assisté à un trophée des champions entre Bordeaux et Lyon en 2008. Donc, ça a existé. Depuis un paquet d'années, ça n'est plus le cas, mais t'en as eu un à Lens, au parc de mémoire, donc ça peut encore se faire. Le truc, c'est que souvent, on aime bien aller explorer différentes contrées pour ramener un petit peu de pépette, quoi. Et oui, les temps sont durs pour tout le monde. Et non, Nantes qui s'en sort bien, qui va intégrer ses recrues. Il y a Ganago qui a été signé, il y a Cabella qui a fait son entrée, qui a marqué. T'as également Arbouchal qui va débarquer dans cette équipe. Je pense qu'il y a certains joueurs qui vont partir, tu vois, type Mostafa, même s'il est à Cannes, je ne vois pas rentrer dans le projet parce que Mostafa, ça fait 3-4 mois de trop et même il aurait dû partir l'été dernier. T'as des joueurs, tu vois, comme Machado qui te font un bien fou parce que Machado, à l'échelle de Nantes, c'est vraiment un super renfort. J'ai bien aimé, tu vois, l'entrée de Leroux qui rappelle que c'est un vrai bon joueur de ballon. Donc non, le Nantes version Cantari, on était un peu en mode waouh. Le premier match contre Angers, qu'est-ce qui se passe? Et là, bah, t'as ce quasi cadeau de la part de l'OM. Ils ont su en profiter. Alors que je vous le dis, à 9 contre 11, ils m'ont fait un peu peur. C'est aussi le signe d'une équipe malade. Mais quand tu vois la victoire en Coupe de France, ce succès-là, bah franchement, Nantes a mérité ces 3 points, a fait le match intelligent, cohérent à son échelle. Et du coup, tu as le fameux match des malades qui arrive, c'est le final contre Nice le week-end prochain. Et ensuite, tu as la réception du Paris FC, Re-Nice, et tu vas à Lorient. Ce qui est bien pour Cantari, c'est que là, tu vas voir tout le mercato qui va se passer. Et tu as 3 matchs abordable pour Nantes. Tu as 3 matchs où ça peut bien se passer. Après, on sait souvent que c'est là où Nantes perd des points bêtement, se saborde. Mais voilà, dégoûté pour Luis Castro qu'il n'ait pas pu avoir tous ses renforts mercato. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on rappelle que Luis Castro a été recruté par les Ventés. Premier match de Liga, ça gagne 3-0 à Séville. Donc,
chapeau à lui. Donc ça, je suis très content qu'il ait pu retrouver un autre projet, top 5 européen, et en plus les Levante, il y a quelques bons petits joueurs de ballon, quelques ballers, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Mais ouais, Nantes qui s'offre un petit peu de paix, après ils restent 16e, ils ont que 2 points sur la zone rouge, mais bon, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné, c'est que la 3e de la saison, t'as fait un clean sheet, donc c'est vrai que c'est le dimanche royal dans ce sens pour eux, quoi. On enchaîne avec le petit Brest-Auxerre. Comme je vous le dis, un match qui était assez épatant, notamment la conclusion du premier but brestois. J'ai adoré cette séquence avec la passe de Koulibaly, Chotard qui va trouver, comment il s'appelle, Labo Lascari dans l'espace, qui a vraiment fait un beau numéro, un beau crochet pour servir Ajorc un peu sur le recul, mais Ajorc est un œuf de talent. Donc il a pu aller mettre cette petite matchère. Ah, désolé mon ami Raijin, mais on est obligé de parler de toutes les rencontres de Ligue 1 parce que c'est l'objectif du débrief. Faut qu'on le dise. Et Brest, bah voilà, comme je vous le dis, on n'en parle pas trop d'eux parce qu'il y a eu cette saison incroyable il y a 2 ans. Et là, bah, ils sont en train d'assurer tranquillement, je pense, leur maintien. Bon, il y a 10 points d'avance sur au CRMS, donc rien n'est fait, hein, encore une fois. Mais on sait qu'ils ont quand même des joueurs plus pour se sortir du pétrin. Et tu vois, Chotard qui a été vraiment monstrueux, qui a été à l'origine d'un des premiers buts, qui a marqué aussi sur une belle reprise, avec encore une fois, je crois que c'est Ajorc qui fait la déviation. Ajorc qui a failli remarquer sur une Madjer qui était très inspirée aujourd'hui. Vraiment tout en Madjer, le Ludo Ajorc. Et c'est bien. J'ai vu que Del Castillo, il y a eu une petite rumeur FC Nantes, même s'il continue d'enchaîner à Brest, donc à surveiller de près d'un point de vue du mercato. Mais voilà, finalement, t'avais je vais pas dire un match direct contre un concurrent pour le maintien, mais on sait que pour Brest, c'est un peu essentiel de se stabiliser vite chaque saison en Ligue 1. Et en face, bah, malheureusement, c'est là où tu te rends compte que la CAN peut faire souffrir cette équipe auxerroise où tu perds ton meilleur attaquant qui est Sinayoko, tu perds un des attaquants qui monte, Namasso, et là bah, tu as Casimir, Mara, Osman, des joueurs qui sont brouillons, maladroits, en perte nette de confiance, et c'est dur pour la GIA de rivaliser même avec un Brest qui n'est peut-être pas l'équipe la plus incroyable du championnat, mais qui a un trio comme ça empêtré qui est vraiment en perte de vitesse. C'est pas simple. Tu as en plus la petite blessure de Rudy Matondo. Attention parce que c'est un joueur qui commence à grimper du temps de jeu, qui a un gros espoir de la formation auxerroise, donc ça peut leur manquer. Donc ouais, coup dur pour la GIA, ça c'est clair et net. On a senti que Brest avait ce côté supérieur sans trop accélérer, hein, parce je crois qu'ils ont 5 tirs de cadré, donc ils n'ont pas été, tu vois, un rouleau compresseur. C'était pas un match très intense d'un point de vue des arrêts de gardien, mais la différence s'est fait pour moi au trio de devant. Peut-être que si la GIA avait eu Ajor, Del Castillo, Labo Lascari et que tu mettais le trio auxerrois en face, c'est peut-être eux qui l'auraient remporté. Mais on sait qu'il y a un mercato qui va s'opérer du côté de la GIA. On a parlé de Terem Moffi, on a parlé d'un retour de Gaëtan Perrin. Pourquoi pas de Djoubal derrière, à avoir un renfort milieu de terrain. La GIA a vraiment besoin de ça. Ils sont à 12 points. Après 17 journées, première partie de saison extrêmement décevante, mais on a toujours vu des choses dans le jeu. Il y a eu des matchs sans, ils sont passés à côté, mais pour le coup, il va pas falloir se louper sur la phase retour parce qu'il n'y a pas non plus une grande marge de points. Il y a des équipes qui avancent bien en Ligue 1, il y en a qui ont grappillé des points, on les attendait pas forcément, type peut-être Brest, Angers, Le Havre. Donc ouais, Auxerre, attention à ne pas trop se laisser comme ça abattre et de ne pas être vraiment victime de la CAN avec Namasso et Sinayoko qui sont encore en lice, qui vont aller en quart de finale. Ça peut être quand même compliqué pour eux, quoi. Et non, côté brestois, franchement, Koulibaly qui a été récupéré en prêt à Strasbourg, qui a déjà été prêté la saison passée par Dortmund, vraiment, ce joueur a une belle ossature de défenseur central en Ligue 1. J'aime bien ce qu'il propose. Chotard, qui était vraiment peut-être le joueur avec Omer Agic à récupérer du côté de Montpellier dans cette équipe malade au possible en passé. Mais on sait tous que Chotard, si tu mets dans un bon contexte, c'est un bon joueur pareil de championnat. Et puis Ajor, que content, qui n'avait pas marqué depuis un moment. Voilà, on sait qu'il y a peut-être plus Del Castillo qui a pris la lumière. Tu as eu Camorin Doumbia à un moment donné. Mais la Bolascari, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le prêt, ça confirme ce que je vois de très très bon en lui, et un joueur qui saisit sa chance, qui saisit l'opportunité, qui fait des différences, et on l'a pas encore vu sur une saison complète, mais le jour où il pourra enchaîner ce garçon une trentaine de matchs, je pense que ça peut devenir aussi un ailier vraiment saisissant, bluffant de Ligue 1, quoi. On continue avec ce beau petit Le Havre-Angers.
Et là, on a parlé de formation tout à l'heure avec Nice. Et pareil, hein, avec les absents, la canne, les blessures, tout ça. On a découvert du coup le petit Kenny Keitans. Et alors, un but, franchement, un premier but en Ligue 1, on s'en souviendra déjà pour lui, très content. Mais un but où il prend un relais, où il fait une frappe un peu fouettée extérieure qui va dans la lucarne gauche de Zinga. Vraiment un vrai joli but. Et pareil, derrière, Noam Obougou qui marque le deuxième but qui a retombé du ballon. Donc très fort, franchement. On sait que Le Havre est un des meilleurs clubs formateurs en Ligue 1 et même d'un point de vue historique. Donc pouvoir compter sur ces jeunes pour faire la différence. Et même un mot parce que Moridio est à la CAN avec le Sénégal, Mpassi est à la CAN avec la RDC, et du coup c'est ouf, mais Le Havre se retrouve quand même à jouer avec son troisième gardien qui est Paul Arnier, et les suiveurs de jeunes sont peut-être contents de retrouver le nom de ce petit gardien, parce qu'il avait été avec l'équipe de France U17 il y a quelques années, impliqué dans une séance de tir au but historique, vraiment un gardien très très fort dans l'exercice, et je suis content pour lui, parce que ça fait partie des jeunes gardiens, des gros talents français à ce poste, et c'est quand même une belle trajectoire, tu vois, de passer de troisième gardien en Ligue 1 à titulaire. Surtout qu'il va y avoir aussi, je pense, c'est quoi le programme pour les Havrais. Ça, Le Havre a été éliminé par Amiens en Coupe de France, malheureusement pour eux. Donc derrière, tu auras un déplacement à Rennes. Peut-être Mpassi sera rentré de la CAN. Si malheureusement mardi ça se passe mal pour la RDC. Mais non, attends, c'est le 18, donc c'est la finale. Donc ouais, malheureusement, Arnier, je pense qu'il aura qu'un match. Parce que 18, c'est la finale. À moins que Sénégal et RDC se retrouvent à ce stade-là. Ce qui sera assez fou. Mais je pense pas forcément, ça dépendra du tableau. Mais en tout cas, belle première pour lui. Franchement, j'ai bien aimé. Et puis même avoir cette première en Ligue 1. C'est une belle récompense, je trouve, et une belle marque de confiance de la part du Havre, du staff, de Mathieu Bonnemer. J'ai beaucoup aimé le match de Seko, le japonais. Au global, c'est un joueur, on n'a pas beaucoup parlé sur la première partie de saison, mais en termes de recrue libre, c'est un joueur qui est au four au moulin, qui est partout, qui est hyper généreux, qui n'hésite pas à multiplier les retours, qui peut être défenseur central, sentinelle, des fois relayeur, qui vraiment, même à un moment donné, il a fait un retour sur Sheriff, et on sait que Sheriff, quand il est lancé à pleine vitesse, ça fait partie des dragsters du championnat, et bon courage pour l'interpeller. Mais notre ami Seko, j'aime beaucoup ce que je vois de sa part. Vraiment un bon petit joueur de championnat, de devoir. Et bravo à Mathieu Bonnemer de l'avoir recruté libre. Seko, lui déjà, je sais plus si c'est... Parce que je sais qu'il y a des joueurs qui ont débarqué de Suisse, d'autres qui ont débarqué des Pays-Bas. Ayumu Seko, c'est ça, Grasshopper Zurich, 126 matchs, 4 tout ça, international japonais, 11 sélections, peut-être qu'il sera à la Coupe du Monde, mais tu vois, en termes de joueurs d'équilibre, moi il me plaît beaucoup le petit Seko, franchement ce sera peut-être dans mon 11 un peu coup de cœur de la saison, parce que, enfin révélation, c'est un joueur que je connaissais pas du tout, et j'aime bien ce qu'il propose. Côté Angers, j'ai parlé du gardien, malheureusement peut-être que ça se joue là, avec le deuxième but encaissé par Zinga. Le premier, la frappe est tellement soudaine, elle est belle, c'est difficile. Mais là, c'est un ballon qui passe entre les jambes. Tu peux être sûr à 99% que c'est un but que Hervé Kofi n'aurait pas encaissé. C'est le genre de match où Angers peut s'en vouloir parce qu'ils sont sur une telle belle série. C'est un peu un bonus pour eux parce que c'est pas une fatalité de perdre contre le Havre. Mais voilà, si t'es dans une belle saison, pourquoi pas essayer de fructifier la moindre rencontre. Après, tu vois, encore une fois, le but... Il est très très bien construit avec le centre d'Arcus, la reprise de Mouton sans contrôle qui a vraiment bien inspiré. Très beau premier but en Ligue 1. Voilà, pareil, t'avais pas Abdelli, t'avais pas Camara derrière qui fait une grosse saison. Hervé Kofi, le principal qui a manqué. Donc dommage pour nos petits Angevins parce que c'est là où ça pourrait peut-être faire un peu plus rayonner leur saison, mais en tout cas je trouve que c'est quand même une équipe qui a encore une fois montré de belles choses dans le jeu malgré les absents qui peuvent être assez déterminants. Et on termine avec ce Lorient-Metz, l'affiche entre les promus. Malheureusement ça n'a pas profité à personne avec un score de parité. On a quand même Sadi Boussané qui a marqué, voilà, qui se rattrape après tous ces cartons rouges et ces gestes de personnes recherchées à Interpol. Ça fait du bien. Lorient a manqué le coche parce que t'as Pagis qui a un but ouvert à un moment donné qui le met sur le poteau, mais t'as Bamba Dieng qui rentre et qui marque un premier but quand marque un autre refusé pour hors-jeu, et ça va faire du bien, qui avait marqué un triplé en Coupe de France. On sait que c'est un joueur qui est en perte un petit peu de confiance, pareil de vitesse, qui n'a pas trop confirmé. Après le premier but, tu vois, c'est terrible pour Metz, mais ça vient d'une paire de balles de Traoré au milieu de terrain qui est vraiment dommageable parce que c'est un endroit où c'est vraiment
35 mètres, ça se projette très très vite. Et derrière, ils en ont profité, les Lorientais. Après, j'ai bien aimé encore une fois le match, tu vois, des tauliers, parce que Abergel, Lebris, Pagis, t'as quelques absents. Hein. On peut penser à Kouassi avec le Burkina, qui va affronter la Côte d'Ivoire dans quelques jours. T'as également notre ami Avom qui fait de belles choses avec le Cameroun. Oula, Zoulette 1, 2, 3, 4. Je vois ton spam sur qui va gagner la CAN. On va faire la page CAN après, ne t'en fais pas. Même Scorpion, tu vois, t'as l'impression. Moi, faut toujours rester sur ses pronostics de départ. Moi, j'avais dit Sénégal. Tout n'est pas parfait dans le jeu, mais le Sénégal, en termes d'effectifs, de profondeur, d'impact, de banc comme Ibrahim Mbaye, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien le Sénégal. Après, le problème, c'est que c'est une compétition et je pense que tu es le premier concerné vu que tu as l'air de suivre attentivement cette compétition. C'est toujours difficile de répondre. Attention, mes surnoms, que ce soit Pips, Pipion ou Scorpion, vous en faites pas, on est habitué à voir ça, quoi. Donc, dommage pour Metz qui avait ouvert le score. C'est peut-être le genre de rencontre, si tu veux aller chercher ton maintien, tu dois être en mesure d'aller faire mieux qu'un match nul, qui est pas déshonorant, parce que Lorient à domicile n'a perdu que face à Lille. Bon, c'était un gros score, mais c'était en début de saison, mais sinon c'est une équipe qui a accroché le PSG, qui a accroché l'OL, qui a fait de belles choses. Là, pour le coup, c'est dommage. C'est peut-être là où il fallait aller chercher avec ces petits absents liés à la CAN. Alors, ils en ont aussi, mais comme Cheikh Sabali, Abid Diallo. Titachvili, encore une fois, j'aime beaucoup le joueur. Je trouve qu'il remue pas mal. Et j'ai vu une rumeur... Titachvili, pourquoi pas, qui serait bientôt libre à l'OL en termes de joueur de complément. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, est-ce que Titachvili, c'est pas un joueur qui pourrait rester dans le championnat la saison prochaine si malheureusement Metz descend. Donc on suivra ça un petit peu pour nos amis lorrains. On va aller sur l'équipe type de la journée, tranquillement mais sûrement. Le 11 type, un petit peu qui vous a marqué sur cette 17e journée. Je pense qu'il y a les joueurs pour qui ça va être des évidences. On a pas mal cité de noms déjà. Mais bon, tu vois, au milieu de terrain, ça va être difficile de ne pas commencer avec Thomasson. Je pense à Seydou qui a été très très bon côté rennais dans cette défense à 3. Qui d'autre m'a marqué? Bon, il y a Pavel Chouk devant. Il y a Doué ou Dembélé, selon qui a été le plus remuant. Ouais, Kluivert, c'est vrai aussi. Attends, peut-être on va basculer sur une défense à 3 parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de bons défenseurs comme ça, un petit peu en Ligue 1. Et c'est un système qui va leur correspondre. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Peut-être Gagnou, c'est vrai qu'il a été encore une fois très très bon. On va pouvoir mettre, je pense, Kluivert dans ce sens. En termes de gardien, est-ce qu'il y a un gardien? J'ai pas mis le bon Kluivert. Bon, vous avez compris lequel c'est. Hein. Ils ont tous à peu près... on sait qui est le paternel. Ouais, Ajorc. C'est vrai que côté brestois, tu as eu de grosses performances avec Ajorc, Chotard. Je pense que c'est un peu obligatoire. Je pense que je vais mettre Doué, parce que Doué, j'ai beaucoup apprécié son match. Côté parisien, il va me manquer deux pistons, 2 joueurs de côté. J'aurais peut-être voulu mettre le Seko, le japonais. Bon, on va dire qu'il peut jouer partout. Donc, tu sais quoi, je vais le mettre là, notre ami Seko. Hop, un joueur de devoir. Penders, exactement. 111. Tagliafico, Ruiz. Ouais, c'est vrai que ça peut s'entendre. Penders, je suis d'accord avec toi. Et peut-être on va mettre un Nantais avec 111, qui a fait un match complet. Je pense que ça peut s'entendre, ouais. On est avec Penders, Gagnou, Aïdou Seydou, Kluivert, Seko, Chotard, Thomasson, 111, Doué, Ajorc, Soulk. Très content de cette compo. Elle sent vraiment bien la Ligue 1. C'est vrai que vu son but, Gagnou, on n'a pas parlé, mais il pourrait être ça, quoi. Ouais, Tagliafico, double passe D, c'est vrai. Ou alors peut-être que je vais Tej Santon, peut-être que Seko, malheureusement, je vais l'enlever. Peut-être que demain, dans hors-jeu, je mettrai plus Tagliafico. Je me débrouillerai, vous en faites pas, pour histoire de donner des mentions à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Mais oui, Tagliafico, c'est vrai que en plus, il a quand même survécu à un pied haut comme ça dans la tronche. Donc, mention MMA. C'est vrai qu'on peut aussi le souligner, notre ami Nicolas. Prochaine journée de Ligue 1. Du coup, il y a de la Coupe de France juste avant, mais on se retrouvera dans 2 semaines. Monaco-Lorient le vendredi 16 à 19h, le PSG Lille à 21h. C'est vrai qu'il y a la Ligue des Champions qui revient juste après, donc c'est pour ça qu'il y aura 2 matchs décalés comme ça. Ensuite, tu as Lens-Auxerre samedi 17h, Toulouse-Nice 19h, Angers-Marseille. Oh, le Angers-Marseille, pas mal ça.
avec peut-être des retours de Cannes, coup-ci, coup-ça, on verra. Strasbourg-Metz pour ouvrir le dimanche 15h, avec quel coach, on verra. Rennes-Le Havre et Nantes-PFC, pas mal le multi. Et Lyon-Brest, étonnant, comme choix d'affiche à 21h, enfin 20h45 le dimanche, mais en tant que fan de la Ligue des Talents, on va pouvoir regarder ça, quoi. On va voir ce qui va se passer, quoi. Merci à tous les amis de m'avoir suivi pour le débrief Ligue 1. Nous on se retrouve demain sur Hors-Jeu, histoire de pouvoir discuter un peu plus longuement, notamment de foot européen avec tout ce qui s'est passé, Liverpool qui s'est fait rattraper à la dernière minute, Arsenal qui a peut-être pris de nouveau une petite distance pour le titre, la lutte en Serie A qui s'annonce toujours aussi belle, le triplé de Gonzalo Garcia, donc vraiment pas mal de belles réjouissances à venir. Nous on se retrouve je pense ici mardi, après les derniers huitièmes de Cannes, histoire de continuer à faire un tour. Je pense qu'aussi qu'on en profitera pour faire un premier point mercato, histoire de pouvoir un petit peu se rendre compte des mouvements qui ont été opérés durant ce mois de janvier pour le moment. Merci à tous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, toutes les émissions, tous les lives sont disponibles en rediffusion sur YouTube. Également en podcast, le Cop de Scipion, Spotify, Apple, Deezer, on est partout. Je vous souhaite une excellente semaine, bon courage avec ceux qui travaillent, ceux qui reprennent le chemin de la fac, des cours avec ce froid. Protégez-vous bien, couvrez-vous bien parce que là, ça commence à quand même à bien cailler. Et moi, encore une fois, je vous dis à demain sur Hors-Jeu et à mardi pour un nouveau live. Salut à tous les boss.